Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Non, mais ça va. C'est bien, ça nous a fait une bonne, Non, mais j'en un ai bon gardé quelque test. chose. Oui, mais C'est parfait. pour l'entraînement de mes mecs, j'en ai gardé Ben, c'est quelque ce que je me chose. dis, qu'en fait, eux, ils disent que c'était dur, mais enfin, vu ce que tu avais vécu, en fait, pour toi, c'était de la gnognotte, ce que tu leur faisais faire. Bah, c'était très sécurisé, tu vois, par rapport à, c'était du pipeau, quoi, les pompes au-dessus Oui, ouais. des lignes de merde, les trucs, la rigolade, quoi. Par rapport à, on prenait jamais, on s'entraînait très dur, mais on prenait jamais de risques. Ouais. Puis j'avais appris aussi à ce que c'était que la préparation dans la nature. C'est que mes mecs, bon, ils se sont toujours préparés dans la nature. Ah ouais, Les ouais. salles de muscu, zéro. Il y en avait pas. Alors, justement, on va se lancer, parce que Allez, tu me dis. là, ça va être passionnant. Attends, je me mets pas trop Non, non, écouté. t'es bien, t'es très Voilà. bien. Ça, Eh ben, merci, Jean, ah, de rien, mon petit, c'est un de ton plaisir. temps. C'est surtout un Ici, plaisir à d'être avec Pontarlier. toi. Ouais. Écoute, comme je te l'ai annoncé, puis donc pour ces interviews, le sujet c'est vraiment la progression. Mais quand même, juste avant, est-ce que tu peux te présenter parce que j'ai presque envie de dire malheureusement tout le monde ne te connaît peut-être pas. Et donc voilà, dis-nous un petit peu. Alors, je vais me présenter. Alors, Jean Pourchet. La formation que j'ai eue en judo, c'est à l'INSEP, à l'école de judo. Ouais. Qui était une école d'excellent niveau, hein, puisqu'on, comme prof, on avait, le directeur, c'était André Bourreau. Le sous-directeur, c'était un homme extraordinaire, c'était Louis Combe, qui est décédé il y a pas longtemps, hélas, mais enfin, qui était déjà arraché. Et comme professeur, c'est là que j'ai rencontré Pierre Albertini, D'accord. qui est devenu mon sensei. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens extraordinaires à l'INSEP, comme Gérard de Cherchy, Ouais. que le monde connaît peu, mais qui a fait je sais pas combien de finales de toutes catégories au championnat de France contre Jean-Luc Rouget. Il perdait de peu, d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais il était plus léger. C'était quelqu'un d'extraordinaire sur le plan humain et au niveau des réflexions. On a fait de la recherche sur le judo, les deux. Beaucoup, Ah oui? beaucoup. Ensuite, donc j'ai fait une CEP, j'ai eu mon diplôme, à l'époque ça s'appelait le BE2. Maintenant je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est le même truc. Et puis j'ai passé des moments extraordinaires à l'INSEP parce que j'ai connu des personnes franchement extraordinaires. Alors il y a un concours d'entrée où il y avait des combats, du 1500 mètres, du grimpé de corde, enfin etc. etc. Et puis, fallait être dans les 20. Ils en prenaient 20. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, non, c'est pas beaucoup. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai eu la chance d'être dans les 20. Et puis après, là, j'ai vraiment vécu des moments super avec des personnes vraiment qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient vraiment des gens, pas seulement au judo, sur le plan humain aussi, qui étaient des gens exceptionnels. On a eu la chance d'avoir des profs pour les balayages. On avait Jacques Lebert. Ouais. Donc, Ah oui, j'ai entendu parler de ces. imaginez la chance. Ah ben moi je croyais que je connaissais les balayages. Et quand on a eu les cours, c'était le mardi, je me rappelle. Donc Jacques venait et puis les cours de Jacques Lebert, on n'était plus dans le judo, on était dans l'artistique, Ah oui? mais l'efficacité. Ah oui? Alors j'ai mis longtemps à comprendre, euh, à peu près, hein, ouais, prétentieux, comment il balayait. Et après j'ai enseigné, j'ai essayé d'enseigner les balayages un petit peu dans son idée, mais c'est un peu prétentieux ce que je dis quand même, hein, mais j'ai essayé. Et sur le plan humain, bah c'est une personne exceptionnelle, quoi. Et il n'était pas le seul là. Donc il y a Lionel Grossin. Alors Lionel Grossin, tous les lundis matins, on n'était pas toujours super frais parce on allait non mais on allait chez nous puis on se cognait le train, on rentre. Et puis donc Lionel, c'était pareil très fin Uchimata. Et on avait quelques mouvements par champion. D'accord. Voilà. Puis alors quand j'ai été à l'INSEP, j'ai compris parce que là c'était le niveau international. Il passait évidemment des Japonais, il passait un petit peu toutes les nationalités pendant les entraînements, puisqu'on faisait les entraînements. Et j'ai compris que j'avais pris énormément de retard et que pour rattraper le retard par rapport à des grands champions comme Pierre Tabernas, Guy Offray, tout ça,
bah, ça allait être très compliqué quand même, hein. Bon, j'avais un physique un peu au-dessus de la moyenne, mais pas exceptionnel non plus. J'aurais eu un physique exceptionnel, peut-être j'aurais pu rattraper le retard plus facilement. Et je me suis dit, faut vraiment t'intéresser à la question parce que c'est quand même passionnant. Et petit à petit, Pierre Albertini, je sais pas, il m'avait repéré, je sais pas comment, parce que j'étais toujours là en fait. Tous les entraînements durs, je les loupais pas. Oui. Il m'avait repéré et bon, quand je faisais randonnée avec Jean-Paul Coche, par exemple, il passait vers Jean-Paul, puis il passait, puis il disait à Jean-Paul, je te préviens, celui-là, tu me le casses pas. Ouf, c'est pas mal qu'il dise ça. Ça me rendait bien service. Alors, j'ai dit, donc, voilà. Donc, j'ai compris que j'avais trop de retard. Et puis que j'avais pas eu d'entraîneur, ni de sensei, on connaissait pas ça dans les petites villes. Ouais. C'était toujours un bénévole qui était premier dan, puis qui faisait des cours comme ça. Voilà, c'était bien, il faisait ce qu'il pouvait. Sans eux, on n'aurait même pas connu la discipline. Oui. Hein. Faut quand même être reconnaissant. Donc voilà. Après, alors en rentrant, je me suis dit, moi je rêvais d'aller au Japon. D'accord. T'avais quel âge là? 22 ans, 23 22 ans, ouais. quelque chose comme ça. Et puis je rêvais d'aller au Japon, pas 3 mois. Hein. Moi, je voulais faire au moins 3-4 ans au Japon. Ah oui, vraiment t'installer oui, quelque je voulais temps. vraiment m'entraîner. En fait, je voulais rattraper mon retard. Oui. Essayer. Et puis, donc, avec un copain qui est en équipe de France, j'ai perdu le nom, c'était un 90 kilos, un gars super. On avait trouvé des billets d'avion low cost à l'époque pour partir au Japon. Par contre, là-bas, parce que moi j'avais une famille, j'avais pas de sous, j'avais pas de père. Donc, personne pour me soutenir. Ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle était pauvre. Donc, au Japon, je me serais débrouillé, comme il y a beaucoup de judokas qu'on fait comme ça, hein, qui se sont débrouillés. Puis je rêvais de parler japonais. Et puis j'étais très, en fait, attiré par la culture japonaise. Et j'étais attiré par ce pays, quoi. Je trouve que les Japonais, ils sont vraiment pas comme les autres. Ils ont le souci du détail, ils ont du goût, enfin, moi j'aime beaucoup ce peuple. Alors donc, voilà. Et puis on a acheté les billets d'avion, et puis les compagnies, je sais pas si vous vous rappelez, ça a été la faillite des compagnies C'était low cost. quelles années à peu près ça? 72, Ah ouais, non. 73. Ah oui, il y a eu Et ça. c'était la faillite complète. La faillite. Choc pétrolier quoi, 73. Ouais. À ce moment-là. Donc on a perdu nos billets d'avion. Oh. Alors je me suis dit bon ben, comme j'étais rentré à Pontarlier, je dis ben ils ont peut-être besoin d'un prof. Ah oui, ils ont tout de suite sauté dessus. Et puis ils m'ont dit ben écoute, alors je me suis dit je vais bosser 1 an, me mettre des sous de côté. Et je partirai. Et puis repartirai au Japon. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai commencé mes cours début septembre, comme à la rentrée scolaire. Et là, donc j'avais des petits gamins de 7, 8, 9 ans. Au bout de 3 entraînements, je les avais repérés. J'ai dit, mais ils vont être champions de France. Ah, c'est vrai, t'as vu ça tout de suite? Non, mais tout le monde a rigolé quand j'ai dit ça. Hein. Ouais, mais t'avais repéré quelque chose? On m'avait demandé d'avoir un champion de Franche-Comté par an. Ouais, c'était un petit club de province. Ils étaient contents d'avoir un champion. J'avais dit, non, on va être champion de France. Et là, ils hallucinaient. Enfin, ils se moquaient de moi aussi. Hein. Ils avaient raison. Et on s'est mis au travail. Donc, là, je me suis dit, bon, déjà, comme ils sont jeunes, on va éviter les chocs articulaires. Pour éviter les chocs articulaires, il faut éviter de courir sur le plat. Et comme on a à Pontarlier des célèbres marches qui sont devenues célèbres, parce qu'en fait, avant, elles passaient inaperçues. Oui, c'est ça. Les marches du Fort Malher, il y en a 358 exactement. Ils savent tous combien il y en a, hein, tellement ils ont souffert dans les mains. Et on a commencé à faire des marches. Alors, l'avantage des marches, c'est que vous faites le cœur, les jambes, mais vous pouvez faire des programmes d'endurance, c'est-à-dire en marchant quand ils sont jeunes, pas les muscler trop le cœur. Ensuite, vous avez très peu de chocs articulaires quand vous montez des escaliers. D'accord. Et aussi, j'avais remarqué que il y a un grand champion japonais qui s'entraînait beaucoup dans les marches. C'était Okano. Ah, t'avais vu ça? Ben oui, j'avais vu ça en film. Mais comment t'avais vu? Parce qu'à l'époque, oui, il y avait pas Internet, il y avait pas YouTube. Non, comment tu as en pu film, voir? à l'époque, on avait des petits projecteurs avec des films. Puis Pierre Albertini,
m'avait à qui je tiens à rendre hommage pendant cette interview parce qu'il a disparu. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et il nous passait des films avec Ocano, lors des entraînements d'Ocano. Et moi, j'admirais beaucoup ce champion. Même, et là, je l'ai pas jamais rencontré. Pour moi, c'est un peu un crève-cœur, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai dit, mais c'est formidable. Alors, on s'est mis, en fonction des âges, à faire dans ma tête, à faire des programmes. Alors, c'était pas des programmes comme maintenant, sophistiqués, avec les buts. C'était un petit peu quand même au feeling. Mais juste ça enfin, j'avais préparé quelques questions, et ça, c'est une question, parce que là, donc, t'as fait ça dès que t'es rentré à Pontarlier, donc t'étais jeune professeur, t'avais pas une expérience de 20 ans. Non, Comment t'avais 23 déjà, ans. ouais, voilà, t'as déjà pensé, ils sont jeunes, les articulations. Ça, c'est parce que t'avais observé des choses à l'INSEP, comment t'as su, dès le départ, un petit peu? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Alors, à l'INSEP, il y avait à l'époque, faut pas croire que le BE2 était facile, il y avait beaucoup d'anatomie, physiologie. Et comme c'était l'INSEP, on nous faisait venir des grands professeurs. Oui. Alors, vous imaginez la médecine, parce que alors la médecine, c'est quand même quelque chose. Les grands professeurs, ils étaient habitués à faire des cours de médecine à des étudiants en médecine, et ils nous faisaient des cours. Moi, je ressortais, j'étais en pleine déprime, quoi. Tu comprenais rien. Ouais, j'avais fait concours national des impôts. Puis j'ai toujours aimé l'histoire et les lettres. Je branche les lettres d'ailleurs. J'ai transmis ça à ma fille, qui est une lettrée, une belle lettrée. Et donc, je déprimais, quoi. Carrément, je rentrais, je déprimais. Et au sein de la structure des judokas, donc qui était appelé à être professeur, PE2, il y avait un jeune homme, prof de gym, qui s'appelait Bastier. Je me rappelle de son nom, c'était un mec exceptionnel. Un poids léger. Et puis, il avait fait 4 ans, il était déjà prof de gym, donc il était déjà un peu plus vieux que moi. Et puis, il me dit, écoute Jean, je vois que ça va pas, les cours d'un physio, je vois que tu déprimes, quoi. Ben, j'ai dit, il y a de quoi, je comprends rien. J'ai dit, c'est comme si on me parlait en je sais pas quoi, quelle langue. Je n'y comprends rien. Alors il me dit, ben écoute, je te propose un truc. Tous les soirs, à partir de 8 heures du soir, après le repas, il y avait à l'INSEP, il y avait des petites salles de cours de 10 places. Et donc, je te propose de te faire des cours d'anat physio à ton niveau progressif, quoi. Oui. Bon, bah j'ai dit, écoute, oui, parce que moi je tenais quand même beaucoup à enseigner et tout. Et donc, tous les soirs, on se retrouvait et il avait une caisse. Alors il avait une caisse avec tous les os du corps humain. Déjà, c'est une autre approche. Oui. Parce que pour des clampins comme nous, en anat physio, on a au moins une approche concrète, quoi. Oui. Alors, tous les soirs, on reconstituait des articulations, c'est etc., sympa, c'est super. avec des élastiques pour imiter les ligaments, les tendons, des élastiques. C'est C'était super, concret. ah oui. Donc, on a commencé à reconstituer tout ça. Puis, on faisait aussi de la physiologie à notre niveau, hein, mais quand même. Et puis, un jour, alors je vais vous dire une anecdote. Il y a un grand professeur qui arrive, qui nous fait un cours sur le système nerveux, physiologie du système nerveux. Alors, bon, ça allait un peu mieux quand même, on commençait un peu à comprendre. Puis il nous dit d'entrer, il a l'air de dire, vous êtes des clampins. De toute façon, à l'examen du BE2, jamais ils vous demanderont tout ça. Un truc comme ça, quoi. Bon, moi je me dis, bon débarras, déjà un truc en moins. Donc le soir, on se retrouve avec mon ami Bastier. Et puis il me dit, j'ai dit écoute, il me dit bon on va faire comme il y avait un cours sur la physiologie du système nerveux, on va tout reprendre. J'ai dit c'est pas la peine. Ça sera pas l'examen. Il nous a dit que ce serait pas l'examen. Et là il me regarde, il me dit mais ça t'intéresse la physio ou pas? Il me dit tu fais ça que pour l'examen toi, qui me dit. Ah ouais. Et il me dit j'arrête hein. Moi je t'aide plus hein. Ouf.
Donc, je prends un coup de poing dans le foie, quoi. Ah oui. Je me dis, mais t'es vraiment un couillon, quoi. Alors, je dis, non, non, je lui dis, bah, je veux bien faire, parce que je voyais tout ce qui m'aidait autour, je veux bien faire l'anatomie, la physiologie du système nerveux. Et il m'a tenu 2 mois là-dessus, tous les soirs. Puis moi, je commençais à m'inquiéter parce que je me disais, attends, ils vont nous demander des trucs classiques, ils vont nous demander... et puis alors, les profs de gym qui avaient fait 4 ans de physio, ils se moquaient de nous en plus. Ils se moquaient de nous. Pendant les cours de physio et tout. Alors je dis, ben bon, bref. Alors bon, ça. Et puis la physiologie, c'est plus compliqué parce que l'anatomie, bon, les articulations, faut bosser. Ok, faut les Mais apprendre. si tu bosses, Tu peux les savoir. tu t'en sors à un examen. Mais la physiologie, c'est autre chose. Alors bon, qu'est-ce qu'on a? Alors on arrive à l'examen. Qu'est-ce qu'on a eu à votre avis? Système nerveux. Physiologie, le système nerveux. Donc je suis sorti, major de promo, en anat physio de l'examen. J'ai eu 18 sur 20. Waouh. Attends, alors... Merci Bastille. Ah ben non, c'était un mec extraordinaire, il est mort jeune. Il est mort à 45 ans, il fumait pas, il buvait pas. Ben, je sais pas ce qu'il a eu, je n'en sais rien. Parce qu'après, il est parti, c'était un mec du midi. C'était un super mec. Et donc voilà, donc ça t'a beaucoup aidé quand t'as alors pris les après, jeunes en place. oui, ça m'a marqué parce que je me suis dit, bon, je connaissais mon niveau, hein, c'est pas parce que là, c'est ce qu'on appelle le coup de bol, quoi. Mais je connaissais mon niveau et je me suis fait du souci. Je me suis dit quand même, la préparation des athlètes, c'est quand même compliqué et que toi, on va pas acheter des athlètes déjà formés, exceptionnels comme font les grands clubs. Donc, tu vas partir de la base avec des petits jeunes de 6, 7, 8, 10 ans. Puis, ton ambition, c'est de les emmener en équipe de France. Déjà, junior. Alors, bon, là-dessus, il m'est arrivé une histoire incroyable en pédagogie. Incroyable. Tous les mercredis après-midi, on devait donner des cours à Paris dans des salles de judo. Ouais. Et pour faire des cours pratiques, un petit peu. Donc, moi, j'avais été par hasard, ou je sais pas si c'est Albert Fini qui avait fait exprès aussi de me caser là-bas, Pierre. Et par hasard, je me suis retrouvé rue Saint-Denis. Oui, que je connais bien. Ça s'appelait le Central. Ouais. C'était un cinéma, un ancien cinéma, où ils avaient mis plein de tapis. C'était un dojo, je sais pas, peut-être au mieux quand même de la Fédé, et puis peut-être aussi de la ville de Paris, mais enfin c'était la Fédé qui tenait le vote. Et j'ai commencé mes cours, donc de 2 heures à 5 heures l'après-midi. Et j'ai commencé mes cours et j'avais les élèves du lycée en 4. D'accord. Donc, quand même des garçons d'un certain niveau. Voilà. Alors moi, je commence à travailler le judo et tout, puis je me régale avec eux. Avec quoi? Et puis je me régale, et puis on avance, puis je réfléchis, puis on bosse, voilà. Et puis il se passe comme ça une saison complète, puis arrive l'examen, pédagogie. Oui. Donc j'arrive en pédagogie, et le judoka de haut niveau, je sais plus qui c'était d'ailleurs, qui était là pour m'interroger, il me dit, non mais monsieur, vous, c'est bon, 18 sur 20. Sans regarder ce jour-là? Sans m'interroger. Rien du tout. On devait faire des cours avec des petits jeunes. Bah oui. J'ai dit, ah bon, moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vous expliquerai après. Bon. Alors, après, les autres épreuves continuent, etc., etc. Et puis, moi, j'avais horreur des katas. Alors, Pierre Albertini me dit, écoute, pour le kata, bon, je vais te faire passer à 12h30. Parce qu'à 12h30, ils ont faim. Ah. Okay. Parce que tout le monde, ils étaient capables de demander pratiquement des séries et des matchs. Moi, je m'étais pas intéressé. Moi, je m'intéressais qu'au combat. Ouais. À l'INSEP, j'en prenais plein la poire, mais jamais ça. Alors, il me dit, non, il me dit là, ça va pas le faire. Donc, tu passes à 12h30. Bon.
Alors, je passe à 12h30, et il y a moi qui crevais la dalle. Ouais. Ils m'ont demandé une série de Nagino. Oh, c'est bien. C'était bien. Alors, moi, je suis sorti. Et puis, là-dessus, euh, je rencontre la personne qui s'occupait de la pédagogie. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais vous savez pas qui était le professeur des élèves dont vous vous êtes occupé? J'ai dit, non, je sais pas. C'était Monsieur Ogdé. Ah. Ah, je dis, mais Monsieur Ogdé, oui, il était déjà sixième ou peut-être même plus, j'en sais rien. C'était un grand professeur, hein, et il avait jamais, alors il a dit à ses collègues à l'INSEP qu'il avait jamais vu ses élèves progresser comme ça. C'est pas vrai. Ah oui. Mais alors, raconte-nous, quand tu disais on bossait, ça veut dire que tu leur faisais faire quoi? Mais ça, je reviendrai après. après. Ah oui, voilà, là-dessus. tu me diras. Donc voilà. Alors, Monsieur Ogdé, je l'ai jamais rencontré en plus, hein. Je l'ai entrevu une fois, mais bon, il est entouré et tout. Voilà. Et puis c'est tout, mais c'est dommage, j'ai jamais pu discuter avec lui ou jamais pu discuter avec lui, c'est dommage. Parce que c'est un grand monsieur, comme il y en a eu plein dans le judo, des grands monsieur, c'est un milieu quand même formidable. C'est un milieu formidable parce que c'est un milieu qui est pas pourri par l'argent. Ah oui. Même les champions du monde, Jean-Luc Rouget, tous ces gens-là, gagner de l'argent parce qu'il fallait vivre, c'était normal quand même, vu leur statut, leur niveau. Mais on leur donnait pas 1 million d'euros par mois. Hein. C'était quand même pas... Voilà, vous gagnez l'argent qui était gagné était mérité et pas plus que ça. Oui, puis c'est ce qui permettait de vivre quand même. Bah oui, s'ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas s'entraîner. Ah hein. oui. Il faut qu'ils aillent travailler ailleurs. On peut pas tout faire. Ils vont travailler ailleurs, mais ils peuvent pas s'entraîner 7 heures par jour. Hein. Donc voilà. Alors là-dessus, bon, j'ai eu mon BE2 correctement, très bien. Et puis je suis rentré à Pontarlier, donc j'ai pas pu aller au Japon. Je reviens donc à mon club. Et puis j'ai repéré tout de suite 7-8 garçons qui avaient 9-10 ans. Ils allaient arrêter le judo parce ils avaient loupé leur ceinture verte. Ah. Non, mais ça, c'est un truc extraordinaire. Bah oui. Hein. Parce qu'on leur demandait des trucs théoriques, des prises, mais avec les noms japonais, les gamins, ils connaissaient pas les noms. Et puis, ils savaient pas trop. Les prises, on leur avait enseigné, mais pas plus que ça. Et ils allaient arrêter le judo. Et puis, comme il y a arrivé un nouveau prof, parce qu'ils m'ont dit, les parents après, ils m'ont dit, bon, on va l'essayer, celui-là. Tu sais, c'est ce qu'on fait dans toutes les associations sportives. Alors, donc ils m'ont essayé, c'est que au bout de un mois et demi, ces garçons-là qui allaient arrêter le judo, qui avaient loupé leur ceinture verte, c'était les meilleurs. Ouais. Au combat. C'était même les tout meilleurs. Donc moi, je les faisais travailler, répéter, ce que tout le monde fait dans le judo. Et déjà là, il y avait tout de suite une différence. Donc dans les petits championnats, ils cartonnaient tout le monde, quoi. Parce qu'ils avaient du caractère, ils avaient compris. Oui. En fait, bizarrement, à 8-9 ans, ils avaient compris ce que je voulais faire. Ils avaient déjà compris. Mais parce que t'as su le dire. Non. T'as su le faire, le transmettre. Pas vu. Je leur ai pas dit à eux. Si, au comité du judo, j'ai dit non, on va pas être champion de Franche-Comté. Bon, ils m'ont ri au nez quand j'ai dit on va être champion de France. Et puis en junior, je parlais. Hein. Bien sûr. Donc, à partir de là, il y a une espèce de symbiose qui s'est créée entre ces petits jeunes et moi. Et au bout d'1 an, quand on cartonnait dans toutes les petites compètes, je ne pouvais plus partir, quoi. Ah oui. Parce que je savais que si je partais, c'était fini. Bah oui. Ah, ils n'avaient pas fait venir un grand professeur de Paris pour Pontarlier au prix où il payait, où il pouvait payer. C'était pas possible. Bien sûr. Alors, je suis resté. Donc, je suis resté enclumé dans mon club, quoi. Et puis, je me suis dit, ouais, mais Pourchet, c'est bien beau ce que tu fais, mais faudrait peut-être trouver des petites choses différentes, quand même. Alors, je suis parti à Thonon-les-Bains au stage de Lionel Grossin, comme je l'avais eu comme prof aussi. Et puis j'ai fait 2 ans de stage avec Lionel Grossin. J'emmenais Stémer tout jeune avec moi.
Puis j'emmenais quelques judokas qui étaient déjà excellents, comme Christian Ducas et Roland Vigoureux, qui ont fait l'INSEP, que j'ai réussi à placer à l'INSEP après, D'accord. pour à l'école du judo, mais qui étaient des judokas pas de haut niveau, mais qui avaient le potentiel du haut niveau. Mais bon, ils faisaient pas tout ce qu'il faut à côté. Ils faisaient beaucoup de judo, par contre. Et ils pouvaient battre n'importe qui, hein. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils étaient pas de haut niveau, mais sur un combat, ils pouvaient battre, par exemple, Christian Ducas, mis pont à Choulouyan en finale des Inter à Lyon, hein. Ah oui. Ah oui, oui, non, 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 mais quand je dis qu'ils étaient vraiment, euh, déjà en 2 ans, là, hein, je les ai réussi à les faire. Mais par contre, ils avaient des qualités physiques exceptionnelles, hein. Ok. Oui, oui, au départ. Un bon bagage génétique, quand même, hein. Alors, à partir de là, oui, parce qu'ils étaient puissants et souples, ce qui est rare. D'accord. Enfin, pour des Français, Mhm. pour des Européens. Donc voilà. À partir de là, je me suis dit, bon, j'ai abordé le judo, j'ai bien observé ce que nous enseignait Lionel. En plus, il y avait une ambiance exceptionnelle dans ces stages. Il y avait de l'amitié, évidemment, il y avait énormément d'humains. Puis j'ai aussi envoyé Jean-Luc Stemmer avec d'autres amis, d'autres élèves au stage avec Jacques Lebert, qui était D'accord. dans le sud-ouest. Je cherche le nom m'échappe. Et donc j'étais déjà branché. Et puis j'avais fait les cours de balayage avec Jacques Lebert. Puis en fait, j'avais rien compris, quoi. J'avais pas compris. Et il a édité un CD où il détaille, il explique. Ah. Voilà. Comment, que j'ai décortiqué dans tous les sens, mis au ralenti, remis au main. Enfin, bref. Donc, voilà. Et après, je me suis dit, bon, j'appelle Pierre Alberti, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse nos stages à Pontarlier. Parce que le problème des stages, c'est que j'arrivais pas à recouper tous les élèves que je voulais pour qu'ils profitent des stages, parce que moi, j'avais fait les stages gratuits. Ah oui. Des stages de haut niveau. Ouais. Les gamins, ils avaient 12-13 ans, ils s'entraînaient avec les garçons de l'équipe de France. Ils avaient des cours de Jean-Luc Rouget, de Patrick Vial, de gens comme ça, Pierre Albertini, Gérard de Cherchy, tous ces gens extraordinaires. Donc je me suis dit, bon, il faut vraiment créer notre structure. Ça a été compliqué. Il a fallu déjà que je persuade Pierre, parce que Pierre il commençait à se dire, bon, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis, oui, il avait un doute, c'est normal. Qui n'aurait pas un doute à un jeune prof comme ça, à 24 ans? Et puis, bon, je lui ai fait visiter la région, les escaliers, j'ai fait visiter. Ah, ça, il a bien aimé. Et puis, il a bien aimé la région, et puis, il m'aimait bien, je pense. Puis, il m'a dit, allez, tu te débrouilles, hein, c'est compliqué à organiser, mais je suis d'accord. Donc, on a donc créé le stage, donc on louait tout le lycée, le gymnase du lycée, on avait quand même 600 mètres carrés de tapis. Wow. Hein. Ah oui, oui, on faisait ça comme il faut, une cuisine correcte, etc. Puis après, des dortoirs, il y avait quelques chambres individuelles, puis des dortoirs, beaucoup de dortoirs, impeccable. Bon, encore fallait-il avoir du monde. Oui. Pour avoir du monde, c'est sûr que c'était pas un clampin comme moi qui allait enseigner, hein. C'était pas l'objectif d'ailleurs, parce que moi j'étais là pour apprendre encore. Donc Pierre a pris les choses en main. Il a dit, alors on a pu afficher Pierre Albertini, etc. Et là, comme il avait un aura extraordinaire en tant que technicien, être humain et puis champion. Ça fait venir du monde. Ah et puis surtout le contact. Il avait un contact avec les gens exceptionnels. Et puis il avait été entraîneur d'équipe de France. Ouais. Alors, en plus, entraîneur d'équipe de France dans un consensus où les anciens de l'équipe de France, qui étaient encore pas trop vieux, avaient perdu contre les Russes. Je sais plus en quelle année, mais en fait, ils avaient pris 40 ou 50-0. Donc, tout le monde l'avait un peu en travers. Et puis, Pierre avait été nommé et il a emmené les juniors.
Les juniors dernière année, donc il y avait Patrick Vial, il y avait toute une bande, il y avait en Paul Léger, Moi, je saurais pas te dire. enfin il y avait toute l'équipe de jeunes, Mhm. et ils sont allés 6 mois au Japon. Ah oui, Et lui, il a fait le tour des universités les plus dures. Tenry et D'ailleurs, il a compagnie. été critiqué pour ça. Et quand ils ont été mis, ils ont été titulaires en équipe de France senior, eh ben, ils ont été champions d'Europe senior, ils ont gagné contre les Russes. De justesse, mais ils ont gagné. Donc, pour le remercier, on l'a viré. Ah, Trop influent. Quand on est trop bien, des fois, on se fait virer. Ouais. On se fait pas virer quand dans les hautes structures, si on est trop bien, on risque de se faire virer. On peut se faire virer parce qu'on n'est pas bon, ouais. mais on Mais peut se faire aussi virer parce que... qu'on est trop bon. Bon, bref, je sais pas comment ça s'est passé, je peux pas en parler. Donc, d'ailleurs, et après, il a été président de la fédération d'escrime quand même. Ah oui, c'est vrai. Quand même le faire. Ouais, Hein. ouais, ouais. Il a été nommé parce qu'à l'escrime, ça. Non, tennis de table. Pardon. Ah, pardon, d'accord. Tennis de table, je le battais Ah au oui, tennis dis de donc. table pendant les stages. Mais je peux vous dire qu'il a drôlement structuré la fédération. Ah ouais. Ah, je C'est savais là qu'il y a pas eu ça. les premiers résultats avec Gatien, les premiers champions olympiques. D'accord. Alors qu'on était derrière les Chinois, on était derrière les Suédois, c'est à ce moment-là où il a structuré le système. Parce que Ah oui, il savait vraiment faire. c'était un organisateur Oui, c'est né, ça. voilà, c'était un mec exceptionnel. Alors, donc ils l'ont pas gardé. Et puis, donc on a lancé les stages, 5 semaines. Vous ne croirez pas, allez, je vais parler en dessous, pour pas paraître prétentieux. On avait 200 stagiaires semaine. Donc on en avait qui restaient 15 jours, 3 semaines, puis 2 qui passaient une Qui semaine. faisait juste une semaine. Mais venez beau. Alors on avait tout. On avait des jeunes de haut niveau. On avait Tous tes des élèves. profs, Ouais. encore jeunes, d'un très bon niveau, mais qui s'intéressaient beaucoup à la pédagogie. On avait un peu de tout. Et on avait les filles. Et on a été les premiers à soutenir le judo féminin à haut niveau. Donc Pierre Albertini, l'encadrement. Donc ça, c'était les Trivial. années 75 par là. Ouais, on se moquait de nous. Hmm. Enfin, gentiment, Oui, mais, oui, mais on disait, vous êtes bien gentil, mais le judo féminin, c'est sympa, mais bon, voilà, quoi. Et nous, pensait pas du tout, on n'avait pas cette vision-là des choses. On voyait bien qu'elles avaient le souci du détail, qu'elles étaient courageuses, on s'est dit, mais quand même, hein, ça pourrait être sympa, le judo féminin. Donc, alors, par contre, des fidèles, Ouais. elles venaient tous les ans. Hein. Le stage a duré 8 ans, 7 ans. Puis après, j'ai refait les mêmes stages, parce qu'après, j'ai fait un centre d'accueil au Four. Donc, on a remis ça à plus haute altitude au Four, Ouais. avec toujours énormément de stagiaires qui venaient de tous les côtés. Donc, des étrangers, on savait aussi des Japonais. Il y avait Hiroshi Katanishi, qui était tout Ah jeune, oui. qui nous collait des Uchimata. Ah. J'avais peur parce que quand il faisait Uchimata, il était léger, on peut 72 kilos, 70 kilos. J'avais peur que les mecs, comme c'était des salles de basket, j'avais peur que les mecs arrivent dans les paniers de basket. Alors, et quand tu les voyais, là, ces intervenants, je sais pas comment on les appelle, mais qui savaient très très bien faire, tu repérais des exercices particuliers, des choses particulières à remettre en place avec tes élèves? Oui, bien sûr. Alors, bon, ça y est, j'ai rien inventé, je suis un grand pompeur. Mais si, j'ai inventé une chose au sol, on a fait champion de France contre la battu Orléans. Ah oui? Une technique, tu veux dire, inventer? Ouais, quand ils avaient la grosse équipe, hein. Donc Tony Rodriguez, Kaldoun, il y avait l'équipe, le Sangaku Tejong. Ah oui. Qui est interdit maintenant, parce que maintenant on interdit tout. Ouais, tout ce qui est efficace. On est le seul sport de combat au monde à supprimer des techniques. Quand même. Ah oui. Vous avez aucun sport de combat, ni en boxe, ni en lutte, jamais en lutte libre, on a supprimé des techniques. Bon, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, oui, j'ai inventé le Sangaku Tejong. Ça, j'ai vraiment inventé. Parce que ça n'existait pas. Mais même en dehors des techniques, tu as sûrement inventé ou créé
ou mixé pour ta Alors, façon d'entraîner dans les exercices, que ce soit éducatif ou façon alors de faire? j'ai mis au point, oui. Oui, parce que moi, on n'achetait pas d'élèves, hein. Les marches, tu les as inventées, on peut dire, hein. Est-ce qu'un Ah autre, ben, tu alors vois? les marches, personne ne les connaissait Bah en oui. 1973. On passait C'est à toi côté. qui t'es dit, tiens, c'est Les gens intéressant. passaient à côté. C'est ça? Alors du coup, avec les résultats, les marches, elles sont devenues célèbres dans la région. C'est-à-dire que les skieurs de fond, les rugbyman, Ah, bien, c'est vrai. ils sont allés, ils ont commencé à s'entraîner dans les marches. Et là, attends, juste une mini parenthèse, mais t'avais dit que sur les marches, t'avais repéré qu'on pouvait faire à la fois de l'endurance, enfin, qu'on pouvait travailler différemment sur les marches, et que tu faisais une programmation un peu au feeling. Mais du coup, comment tu faisais ton feeling? C'est-à-dire que tu disais, tiens, on va faire d'abord de l'endurance 2 mois, après de l'explosivité, tu faisais un peu... Alors, en gros, hein, parce que bon, j'avais monté mon système comme ça. L'été, interdit de courir dans les marches. Ah, donc là, on est sur le fond. Donc on marchait, on montait en marchant. D'accord. Donc il y a un certain nombre de marches, il y a 4 paliers. Premier palier, deuxième palier, c'est bien les paliers parce Ouais. que ça dit ah j'ai fait un palier. Ouais. Alors il y a 4 paliers jusqu'au-dessus. Au-dessus il y a on passe sous une pierre. Donc on devait se tractionner, passer par-dessus la pierre et descendre. D'accord. En bas, des bombes, machin. Puis après on remontait en marchant. D'accord. Alors ça c'était pour faire de l'endurance. Donc ça, c'était l'été. Travailler la capacité du cœur, ce qu'on appelle la diastole. Et tu faisais que ça pour capacité cœur ou t'avais d'autres Je faisais exercices? ça, de la natation, le tour du lac Saint-Point, Ah oui, quand au même. petit trot, en courant, D'accord. etc., etc. Et ensuite, à partir du mois de septembre, on s'échauffait, toujours en marchant, mais que 2 fois. Puis après, on commençait à courir. D'accord. Donc, on faisait de ce qu'on appelle en gros l'endurance active. Ouais. Hein, c'est un mélange d'endurance et de résistance. Je vais essayer de faire court. Et puis, parce que bon, j'avais encore des systèmes derrière. Ensuite, quand il arrivait, disons, 2 mois avant les compétitions, on faisait de la résistance. Donc là, c'est que courir? Que courir avec un mec sur le dos, en endurance active, mais avec un mec de son poids sur le dos. Et puis, j'avais un système particulier où on devait prendre une grosse pierre, la monter tout au-dessus et la redescendre. Ok. Alors, chacun avait son nom sur la pierre. Et ça, c'était pour ceux envers qui on ambitionnait Ah oui. d'être Des résultats. champion, rentrer à l'INSEP. C'était quoi la proportion par rapport aux cours de judo? Par exemple, est-ce que tu faisais ça les mêmes jours que les cours, t'alternais? Comment tu gérais la quantité en fait entre Alors, judo et on ça? commençait. Alors, moi, j'avais un système que j'avais appris à JV, dans les commandos. Il faut s'entraîner pendant que les autres dorment. Ouais, ça c'est un bon système. Voilà. Donc, on débutait à 5 heures du matin, D'accord. pendant les vacances. Ouais. Mais les vacances, il y en a pas mal de vacances. Oui. Hein. Puis autrement, on intercalait avec les séances de judo, en allant soit le soir, de bonne heure, après l'école. Hein. Et puis j'avais créé un judo école. Ah. C'est-à-dire que ça existait. Alors c'est pareil, c'était nouveau ça. Oui. Pour Pontarlier, c'était nouveau. C'est-à-dire que les enfants sortaient à 3 heures, à 15 heures de l'après-midi, et là ils avaient pas cours jusqu'à 17 heures. Donc je les avais soit en technique judo, soit je les emmenais dans les escaliers, D'accord. dans la minibus, etc. Donc dès tout jeune, ils étaient habitués à ce système d'entraînement. Et puis ils sentaient bien que ils ressentaient que j'avais de l'ambition pour eux. Ouais. Parce que c'est ça un entraîneur. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui a de l'ambition pour les autres. Ouais. Peut-être qu'ils ne sont pas champions de France ou ils ne sont pas champions, mais ils sont à un très bon niveau. Et ça, les jeunes, ils se trompent pas. Ouais, c'est vrai. Ils savent tout de suite si vous faites votre petit truc comme ça pour gagner votre croûte, ou si vous avez de l'ambition pour eux, ils le sentent. Et à partir du moment où ils le sentent, vous avez toujours un groupe de jeunes qui ont envie de vivre l'aventure, qui vous suit. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas besoin de contraintes, il n'y avait pas besoin de se fâcher, il n'y avait pas besoin. Oui, Contrairement à beaucoup de gens croient que j'étais très très dur, mais pas tellement. Oui, En fait, il se montait un deal entre l'entraîneur et les jeunes. Et ce deal, alors donc, à l'époque, il y avait des championnats de France Benjamin, minimes. Alors alors ça a commencé comme ça. J'ai des champions de France Benjamin, des champions de France minimes, sont des champions cadets.
puis junior et senior. Donc, t'arrivais à avoir les très bons, par exemple, que t'arrivais à mener dès Benjamin minime, vraiment aux plus hautes marches. T'arrivais à les garder dans la durée jusqu'au senior? Oui, parce qu'il y avait un deal. Mais il y avait pas d'usure, ni blessure, Non, ni mentale, de non, parce fatigue? que j'étais vraiment branché là-dessus. Ok. C'est-à-dire que moi, j'étais complètement traumatisé parce qu'on a parlé des petits chocs articulaires permanents. Ah, Les bing, bing, bing. L'histoire de la goutte d'eau qui tombe ouais, sur le c'est front. vrai. C'est le même truc. Donc, j'étais obnubilé par cette histoire. Je me disais, t'arrives champion de France junior, tu dois être tout neuf. D'accord. Parce que je savais qu'après à l'INSEP, ça allait pas être la même chanson, quand Ah même, oui, hein. ouais. Donc, je me disais, tu dois arriver, si t'arrives avec un problème de genou, bon, ben, c'est déjà fini. Même si tu rentres pour être en équipe de France senior, c'est déjà fini. Cardiaquement, t'arrives, t'as le cœur trop musclé, ça se voit pas comme ça. Ah oui. Donc, mais t'as pas assez de capacité sanguine dans le cœur, c'est fini. Ah. T'es fort, il est fort, il est bien, il fait du beau judo, il est machin. C'est fini. Au bout de 2-3 ans qu'il a fait l'INSEP en senior, c'est terminé, C'est fini. il s'en va, il fait autre chose. Donc, et Il du sent que coup, ça va pas. t'avais fait ce système des escaliers pour pas faire de footing. T'avais quoi d'autre pour éviter tous les chocs articulaires et faire qu'on puisse durer dans les années? Alors les chocs articulaires, Ou le cœur, hein. on faisait, oui, au club, on faisait beaucoup de culture physique. D'accord. Et je veux rendre hommage à Hiroshi Katanishi parce que lui, il a une approche des échauffements qui est tout simplement extraordinaire. Ah oui. Donc, je reconnais que là, le système japonais, avec les échauffements japonais en souplesse, en mobilité Beaucoup de debout, temps de Kōrenshu, en fait. mobilité au sol, mobilité debout. Ouais. Et, Tu faisais faire beaucoup ça, toi? oui, d'ailleurs, il a fait 3 ans, il a encadré les stages. Après, beaucoup plus tard, je l'ai pris pendant 3 ans encore dans mon club pour encadrer les stages. Mais c'était des stages beaucoup plus moins nombreux Ouais. et c'était génial. Et, Ah oui, donc quand tu dis que tu faisais de la culture physique, c'était vraiment relié au judo, aux oui, mobilités. ouais, c'était totalement relié au judo. Nous, on n'était pas branchés. Moi, j'ai toujours été contre les squats, hein. Ah oui. Ah oui, parce que moi, j'ai aucun élève qui a fait des squats, hein. Ah ouais. Par contre, au niveau cœur et jambes, ils enterraient tout le monde, hein. Bah oui, avec les Y marches, compris de toute ceux qui façon, faisaient, c'est... y compris ceux qui faisaient des squats, hein. Ah ouais. Le problème, c'est que, Comment tu développais leur physique, alors? alors on va m'en vouloir en me disant, ouais, qu'est-ce que c'est que cet entraîneur qui veut pas des squats? C'est simple. C'est pas que les squats, c'est mauvais. C'est que là, quand vous regardez l'anatomie osseuse des athlètes, moi, je prétends que il faut avoir une anatomie osseuse parfaite. Ok. Colonne vertébrale, bassin, souplesse des chevilles. Faut être parfait. Au départ. Oui, Et je dis, il y a une personne sur 100 qui est parfaite. c'est vrai. Moi, j'avais pas d'élèves parfaits. Ils avaient tous une petite scoliose, une petite lordose, une syphose compensatoire. Ils avaient tous quelque chose qui allait les affaiblir, en fait. Ouais. Hein? Malgré que pendant un moment, ils allaient choper des super jambes, mais ça allait les affaiblir avec la pression, Donc, moi, j'ai supprimé tout ça. C'était le système. Combien de fois, Coubertin, je disais à mes élèves, t'inquiète pas. Tu vas prendre Yuko, tu vas prendre Coca, tu vas prendre Wazari. Pas prendre Nippon, hein. Ça Ouais. c'est, Ça, c'est... ah oui. Et, je dis, mais, tu as gagné. Ah oui. Dans la dernière minute, tu as gagné. Pourquoi? Parce que tu faisais confiance à leur technique, à quoi? Oui, la technique, et je savais que cardiaquement, ils allaient user les autres. D'accord. Et, alors ça pas dit que ça a marché à 100%. Bien sûr, mais c'était quand même... Des gamelles quand même, en temps. Mais globalement, statistiquement, ça marchait. Hein, sur la globalité. Voilà, en gros. Ouais. Mais du coup, je reviens juste sur ce fameux échauffement. Tu dis que tu faisais de la culture physique, j'ai du mal à imaginer. Donc, c'était pas de la muscu, c'était de la mobilité judo, sol et debout, c'est ça? Oui, sol et debout. Ok. Par exemple, moi, j'ai découvert à Kataneshi les abdos en travers. Ah Quand on évolue. Mais c'est un truc, c'est tout bête. Enfin, tout bête. Faut le savoir, faut le Faut connaître. déjà arriver à le faire comme il les fait lui. Ouais. Comme il les faisait lui. mais c'était tout bête. Et puis aussi, je me suis intéressé à un personnage exceptionnel pour moi. Sur le plan humain, sur le plan du judo, c'est Jean-Pierre Gibert. Ah oui. Je me suis dit, bordel, au sol, il faut qu'on arrive quand même à être meilleur que ça, quoi.
Alors, j'avais connu, il était tout jeune, il était plus jeune que moi, il a 10 ans de moins, ou 12 ans de moins que je vais. Mais j'avais déjà repéré à l'INSEP, au sol. Et je m'étais dit, mais ce gars-là, il a un truc, quoi. Il a compris le truc, quoi, au sol. Donc, il est venu 3 ans enseigner dans mon club, Jean-Pierre. Et puis, il y a une époque où c'était difficile pour lui, parce qu'il avait plus de club et tout, il était très exigeant. Alors, il a eu des clubs champions de France senior, hein, il s'occupait de très grands clubs comme le PSG, la CBB, Ouais. hein, où ils ont gagné, Ouais, comme par hasard, grands quand il clubs. était là. Mais Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui était d'une exigence absolue. D'accord. Un pur de chez pur. Mais moi, ça me plaisait. Et alors donc voilà, l'être me plaisait philosophiquement parlant. Et à partir de là, j'ai pu regarder, pomper beaucoup de choses sur lui. Puis après, je l'ai embauché pendant 3 ans. À part ça, il est quand même devenu un des entraînements, il était après entraîneur en équipe de France. Ouais. Parce que je suis un de ceux qui a milité pour lui pour qu'il soit embauché par la Fédé, parce que c'était pas gagné. Et à cette époque-là, le comité de la Fédé, Jean-Luc Rouget, tout ça, je pense, je suis pas au courant de toutes les tractations, mais ils l'ont pris. D'accord. D'abord chez les plus jeunes, les cadets, puis les juniors, et puis aussi les seniors, et ils l'ont pris pour travailler de sol, la suite de boussole, etc. Ce qui était génial. Ouais. Parce que bon, ils se sont beaucoup améliorés là-dessus, et il y a beaucoup de Français qui sont de haut niveau qui sont intéressés à la question. Et puis ils sont beaucoup améliorés grâce à Jean-Pierre. Et après, Jean-Pierre a été sollicité par l'équipe de Russie pour aller les entraîner, comme par hasard. C'est bizarre, ouais, hein. ça, ouais. Moi, je l'avais repéré quand plus Voilà. personne voulait de lui. D'ailleurs, on est toujours hyper amis et on a des liens les deux extraordinaires. C'est magnifique. Et Jean-Pierre, comme par hasard, les Russes l'avaient repéré. Tiens, je me suis dit, bah, je suis pas si con que ça. Ouais. Hein? Alors voilà. Alors. Donc ça, t'as pu vraiment bien intégrer le travail au sol. Oui, Grâce oui. Dans cette période. On était très fort dans la suite. On était bon au sol. On n'est jamais bon au sol. Ça, c'est comme aux échecs. On croit qu'on est bon, mais on n'y arrive jamais. Mais bon, on était, disons, souvent meilleur que les autres. D'accord. Ce qui est différent. Oui. Être bon au sol, c'est encore autre chose. Mais on était meilleur que les gens qu'on rencontrait, les athlètes qu'on rencontrait. Donc, on a gagné énormément de combats ensuite de boussole. Énormément. Un combat sur 2, les Ponticaniens gagnant au championnat de France ensuite de boussole. Ah oui, très souvent. Oui. Et alors, pareil, je faisais répéter le sol comme debout. Alors ça, c'est génial parce qu'il y a tellement peu de clubs qui le font. Comme debout. Donc, tu faisais uchikomi, tout ça? Uchikomi, au sol, avec étranglement latéral. Alors, je faisais des choix quand même, hein, parce que il y a des tas de choses au sol qu'on enseigne. Bon, d'accord, on a une chance sur 1000 de les placer. D'accord. Par contre, donc tu ciblais quelques techniques efficaces. Je ciblais une dizaine de techniques qui, pour moi, pouvaient être efficaces. Oui, j'avais constaté qu'elles étaient les plus efficaces. Ouais. Et donc, on les travaillait, on les répétait. Donc, par série, tu répètes. Jusqu'à 100 fois par jour. Hein. Ah oui. Je choisissais une technique, on la répétait à toute vitesse, boum, 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 boum. Bojuji Gatame dans toutes les positions. À chaque fois, debout sol ou directement au sol, tu travaillais? Les deux. Les deux. Au sol ou debout sol, les deux, on savait travailler vite et plutôt bien. Et debout aussi, tu avais sélectionné des techniques tu avais réduit un peu le panel? Non, debout, on peut pas sélectionner les techniques parce qu'elles sont toutes utiles à un moment donné. D'accord. Mais je faisais travailler les techniques en fonction du gabarit et de la sensibilité de l'athlète. C'est-à-dire que j'aimais bien, je sentais que tel athlète allait être bon sur telle et telle technique. Et puis c'était pas la peine de lui faire travailler autre chose parce que de toute façon il serait pas bon. Ouais. Ça l'intéressait pas. Mais ça, parce que je me souviens au Mondo là au Kakami Biraki, t'avais fait un Mondo pour ton 6e dan. Il y avait deux choses qui m'avaient vraiment interpellée. T'avais parlé de ça, d'adapter vraiment selon l'athlète. Mais je me dis quand t'as un cours avec je sais pas moi 15, 20, 25 gars devant toi,
tu arrives à personnaliser comme ça, t'organises ton cours parce qu'il faut, Oui, tu alors, vois, t'as quand même des parties communes, je sais pas comment j'ai tu fais. déjà l'idée qui est la suivante, c'est-à-dire que sur le tapis, il n'y a pas de haut niveau et de bas niveau. D'accord. C'est-à-dire que il faut faire de la qualité. Oui. De cette qualité, on ne sait pas ce qui va ressortir. Mais si au départ on fait pas de la qualité, on n'a pas des garçons qui arrivent à haut niveau. Oui. Donc, faut pas avoir de jugement trop précoce sur les gens qui sont sur le tapis. Ok. Et de toute façon, s'ils sont sur le tapis, c'est qu'ils aiment le judo. Oui. Donc, si vous mettez de la qualité, il n'y a pas que les champions. Ils vont se régaler, ils vont se faire plaisir, C'est vrai. ils vont s'améliorer. Hein? C'est ça. Il y a aussi par contre, au niveau pour les athlètes qui étaient, parce qu'en moi, le haut niveau, c'est pas moi qui choisissais les athlètes. Ouais. On avait un système où tu t'entraînais comme tu voulais. Donc, c'était une fois par semaine, pour le plaisir, pour t'entretenir, machin. 2 fois par semaine, 3 fois. Donc, ceux qui venaient 4 fois par semaine, parce que j'avais 4 fois par semaine, des entraînements de 3 heures, hein. Oui. Des fois, on commençait, les juniors, les cadets juniors, on commençait à 6h30 le soir, on finissait à minuit, hein. Oh, Ah bah oui, non, ouais. faut pas rêver. Quand je vous dis qu'on s'entraîne quand les autres dorment, c'est un Ouais. peu ça. Mais on faisait pas, c'était pas du bouquinage, hein. C'était des séries, des répétitions, Ouais. des manières d'aborder les choses, etc. Et à partir de là, ceux qui s'entraînaient 4 fois par semaine, même si c'était moins doués que les autres, ils étaient dans le deal. Oui, et alors ça veut dire que ceux qui étaient qu'une fois par semaine, t'allais peut-être pas forcément leur dire leur technique ou quoi, tu les laissais plus généralistes, et ceux que t'avais dans le deal, tu personnalisais leur Voilà. judo. Mais ça dépend ce qu'ils faisaient aussi à côté, parce que le problème, c'est que si vous avez un très bon élève en mathématiques ou en je ne sais quoi, qui veut faire des grandes écoles et qui s'entraîne une fois par semaine, c'est parfait. Ouais. Mais il faut lui donner de la qualité. Ah, donc tu t'en occupes pareil, aussi pareil. bien que... Il suit le cours, hein. Ouais. Hein, bon, il tombe sur un cours X ou Y. L'enseignement, il est pour tout le monde, hein. Ouais. Ouais, mais Mais- parce que je me dis, là, l'enseignement, il est pour tout le monde. Mais après, comme quand tu dis, celui-là, je savais qu'il serait bon sur cette technique. Là, il faut bien que tu les Ah oui, observes non, mais- en doré, que tu les accompagnes. Oui, non, mais là, on parle du niveau supérieur. Ouais. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le deal des D'accord. 4 fois par semaine, Ouais. plus les stages, plus Ah l'été, oui, oui, ils oui. partaient pas en vacances, hein. Ah oui, oui. Parce que moi, je les tenais 2 mois l'été, hein. Ah oui. Mon petit groupe de 7-8, là, qui font champion de France, faut pas rêver, hein. On n'est pas tombé, Ah oui. c'est pas tombé du ciel. Donc, alors, il y avait des traversées du lac à la nage, et il y avait parce qu'on habite une belle région, faut Ouais. le dire, hein. On a Oui, aussi c'est ce que cette tu disais, vous chance-là. êtes que en extérieur. Voilà, t'as pu le constater, on habite une belle Magnifique. région. Ah bah oui, c'est super. Donc, le lac, il y avait, c'était toujours des entraînements basés sur la nature. Ouais. Pratiquement. Nature et dojo. Nature et dojo. Ensuite, dans la pédagogie, pour moi, après avoir fait plein de constats, puis réfléchi quand même, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient bons, mais qui prenaient le problème à l'envers. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, les prises de judo n'existent pas. Ah, raconte. Ah, ça c'est un Ça, peu... Eh oui. Ça, Elles c'est- existent en dernier ressort. Ce qui existe d'abord, c'est la garde. Ouais. Là-dessus, on était... Oui, ça, tu nous l'avais dit au Mondo que c'était La garde, Ouais. les déplacements, Ah oui. et après les prises, Ah, c'est vrai. C'est dans cet ordre-là. dans cet ordre-là. Et non pas l'inverse. Ah, c'est vrai. Parce que dans la pédagogie, tu remarqueras que on commence par les prises. C'est vrai. C'est assez marrant, mais les prises, si t'es coincé à la garde, t'as beau savoir les faire le mieux possible, tu vas pas bouger une oreille, hein. Ouais. C'est, vrai. hein. Donc, on commence, moi, je commençais par la garde dès tout petit, hein. 5 ans, hein. Voilà, c'est ce que tu avais expliqué, ça m'avait intrigué. Parce que 5-6 ans. comment tu travailles la garde avec des enfants de 6 ans, 7 ans? 8 Tu ans leur apprends à dominer l'autre. Tu sais, faut comprendre que les êtres humains, et les enfants, sont des petits animaux prédateurs. Si un petit de 6 ans, tu lui apprends à coincer ses copains à la garde, mais ça l'amuse. Oui, parce que souvent on dit que enfin, ce qui se dit et puis ce qu'on voit, c'est que justement déjà quand on est un peu débutant, on a tendance à être à fond sur les mains, à serrer et tout, et que ça nous freine dans les sensations et développer ces techniques. C'est faux, c'est le contraire. Sauf que faut pas imaginer la garde. La garde, c'est pas avoir les bras durs, hein. Ouais, c'est ça.
Ça, on mélange un peu le problème. C'est-à-dire, on dit, ah ben le mec, il a les bras durs, il attaque pas. Ben non, faut pas avoir les bras durs, faut avoir les bras souples. Ouais. Faut être en appui sur Donc toi, tu leur apprends à dominer en ayant les bras souples? souple et en s'appuyant sur l'adversaire. Ah, c'est ça. Comme on a une canne quand on est âgé, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que là, on prend l'adversaire, on s'en sert pour s'appuyer dessus, mais on reste totalement souple. Ouais. Et c'est ça la C'est garde. très difficile à faire ça. Ben, c'est ça la garde. Ah ouais, c'est toi, tu les éduques dès tout petit à faire ça, c'est Ouais. magique. Regarde aujourd'hui, qui c'est le roi de la garde dans le monde? Je sais pas. C'est qui le roi de la garde? Ben, c'était Diriner. Ah oui. Mais moi, je l'observe sans là. Mais Ouais, c'est c'est vrai. Alors, c'est sûr que c'est pas marrant pour les gars qui connaissent pas le judo, et puis qui observent ça, ils se disent, oh là là, Ouais. putain, avant qu'il place une, mais c'est le roi de la garde. Il n'a pas été le seul, hein. Il y a eu Gérard Gauthier, il y a eu des gens qui avaient des gardes, mais mais moi, j'avais envie de me pendre, parce que tu pouvais rien faire, quoi. Ouais. Les gens, ils avaient une garde telle, puis alors naturelle, hein. Guy Offray, avec sa garde à gauche, il prenait, t'avais l'impression qu'il était tranquille, comme ça, il prenait sa garde à gauche, Et toi, tu faisais rien. et puis il se déplaçait, tout allait bien, il était là, à la limite, il t'ignorait, quoi. Tu vois? Ben, c'est-à-dire, à la limite, le mec qui a un appui sur toi, qui a compris le truc, qui a fait les exercices adaptés à ça, parce que moi, j'avais beaucoup d'exercices adaptés à ça, et qui a compris le truc, à la limite, il t'ignore un peu, quoi. Alors ça, c'est déprimant quand même, hein. Mais par contre, là, je comprends la longueur d'avance de tes élèves parce que de commencer ça dès tout petit, c'est exceptionnel après. Parce que c'est tellement quelque chose de sensation, c'est difficile à acquérir adulte, hein. Ah, mais c'est trop tard. Oui, ouais, je trouve C'est aussi. trop tard. C'est-à-dire, ça doit la garde, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans les gènes. Des déplacements, on peut s'améliorer beaucoup, même à 15-16 ans, on peut s'améliorer en répétant, en faisant autrement, voilà. Mais la garde, c'est génétique. Oui, parce qu'en plus, la garde, quand tu dis la garde, ça englobe, je comprends bien, ça englobe aussi le poids du corps, la relation à l'autre. Oui. J'y pense parce que là, donc, hier ou avant-hier, Toto, donc ton élève, hein, Philippe Taurine, nous a fait le cours sur Ouchi, et puis il nous montrait comme, juste avec son poids, tu vois, on a, Ouké a le poids dans les talons, mais il force pas, il appuie pas, il est pas, c'est juste de s'approcher. Et c'est vrai que quand tu le sens, tu te dis, c'est... Faut pas forcer, faut se servir de l'autre. Ouais. Et ça, c'est un truc alors moi, j'ai mis au point des éducatifs, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui les font, mais je suis pas trop au courant. Par exemple, dès tout petit, à partir de 6-7 ans, ils prennent leur garde, alors droitier ou gaucher, peu importe. Ils donnent leur jambe, la jambe qui accroche, la jambe. Ils donnent leur jambe, l'autre lui empoigne la jambe. Et celui qui empoigne la jambe, il doit vous faire tomber. D'accord. Donc, si vous tombez, vous avez perdu. C'est des jeux, hein. Ouais. Ben, des jeux toujours basés sur le judo. Je suis pas jeu, autrement j'aime pas les jeux dans les cours de judo. Et donc, on donne la jambe, et si on veut pas tomber, vous avez votre jambe qui est levée, Bah oui. donc il faut laisser déjà la jambe entre les jambes du partenaire. Si vous la faites sortir, ben, il avance et puis vous accrochez votre jambe. Donc, vous apprenez déjà à centrer votre jambe, puis vous êtes bien obligé de vous appuyer en avant. Donc, si vous faites ça 5 minutes ou 10 minutes comme échauffement à tous les entraînements, ça rentre dans le corps. Mais au bout de 14 ans, vous avez un gamin, il prend la garde, il s'appuie, et après, il fait les prises. Il se déplace. Et déplacement, tu faisais beaucoup l'échauffement, Tando Kuranshu, choses comme ça? Beaucoup de déplacements. Alors là, les déplacements, c'est pas compliqué. Faut pomper Katanishi, hein. Ouais. Hiroshi, hein. Là, je me suis pas fatigué, hein. Oui, donc c'est vrai qu'il est génial. Il le sait peut-être même pas, hein. J'en sais rien, hein, parce que je me permets pas. Il se doute, parce que quand même, avec tous les stages qu'il donne, Oui, puis il y en a beaucoup qui s'inspirent de lui. Quand on se déplaçait en Suisse, avec l'équipe junior, on n'a jamais perdu quand même. Ouais. On les a toujours battus. Hein. Alors, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que moi j'intégrais la prépa physique avec le judo. Ouais. Jamais séparer les deux. D'accord. C'est sûr que c'est compliqué dans les plus grandes villes. Tu fais d'excellents cours de judo. Puis après tu dis à ton athlète, bah la prépa physique faut en faire, mais débrouille-toi quoi. Ouais. Va voir des préparateurs physiques, va voir tu vois. Moi je pouvais pas faire ça. Donc nous on englobait l'ensemble quoi. Hein. Et alors le problème d'Hiroshi, c'est que c'était tellement super ce qu'il faisait que c'était trop bien, quoi. Ouais.
Donc, ça donnait un spectacle. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai bien vu ça. Il ne sait pas, j'en ai jamais parlé avec lui. Mais, parce qu'il est venu 3 ans quand même à Pontarlier faire les stages. Et ça donnait un spectacle dans la mesure où déjà, même les jeunes, il y a quelques jeunes qui arrivaient à faire ce qu'ils faisaient, mais 2, 3, puis il avait déjà 50 ans, il avait déjà un peu de bouteille. Et personne n'arrivait à faire ce qu'il faisait, à part peut-être 1 ou 2 jeunes qui suivaient d'ailleurs souvent. Mais c'était extraordinaire, c'était un truc. Alors moi, j'en parle pas, j'étais incapable de le faire. Par contre, j'étais incapable de pomper ce qu'il faisait et puis de le faire faire après, d'assister. Parce qu'en fait, le problème de l'entraîneur, c'est insister. Pour répéter. Bien comprendre ce que font les gens qui te sont supérieurs. Et d'assister là-dessus. Ouais. C'est ça, un entraîneur. Et moi, je suis un passionné d'échecs, hein. Je joue. Ah oui. Ah oui, je suis un passionné. Oui, mais même trop. Bon, bref. Et sur ce problème, une fois qu'on est dans les échecs, déjà on comprend une chose, c'est qu'on est toujours mauvais. Même si on bat tout le monde dans son coin, on est mauvais. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Donc déjà, l'humilité, elle retombe. Ouais. Et c'est exactement le même. Les échecs, c'est tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la même chose. Oui, puis on retrouve dans le judo. Du coup, ça m'étonne moins. Si t'es passionné d'échecs, je trouve que ça veut dire que dans ta façon de penser, je retrouve ça probablement dans comment tu as construit tes entraînements. C'est quand même ce plaisir et puis cette capacité à repérer, mettre en place, tu vois ce que, oui. Dans ce que t'expliques, je ressens ça. Tu vois, tu repères, tiens, je sais que l'articulation, moi, je veux qu'en junior, ils arrivent tout neufs. Donc, je vais mettre ça en place. Tu vois, oui, c'est ça. Puzzle, ça, c'est très échec, un peu. C'est ce que j'ai essayé de faire, ouais. Ensuite, moi, je peux dire franchement que mes garçons, tant qu'ils ont été avec moi, je vais dire un truc un peu prétentieux, mais ils sont arrivés champions de France junior sans un P. Ah ouais, c'est incroyable. Mais ça me fait plaisir. Sans un P. Et ça me fait plaisir à entendre parce que ça veut dire que c'est possible. J'entends beaucoup dire, la blessure, c'est inévitable si tu fais beaucoup de judo. Mais preuve que non, en fait. Non. Si on s'entraîne intelligemment. Et en plus, toi, dans ce que j'entends, il y avait quand même la quantité. C'est pas parce qu'en quantité, ils ont fait des heures et des heures et des heures. Il y avait une quantité de travail énorme. Et donc, c'est possible. Oui. Ah oui, c'est possible. Mais après, alors, ça rentre dans vous savez, ça, c'est comme les bons peintres, qui font des super tableaux, les sculpteurs, en fait, on est dans l'art. On n'est plus seulement dans une discipline sportive. On est dans une discipline artistique. Ouais. Moi, tu sais ce que je disais sur les Japonais, le judo japonais? Je disais, nous, on pratique le judo. Ouais. Eux, ils sont le judo. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est la différence que je ressens, moi. Ouais. Et il y a quand même une question à se poser. Non, c'est vrai. Je suis pas le seul à avoir un peu réfléchi. Eux, c'est pratiquement un art. D'ailleurs. C'est leur vie, en tout cas, c'est leur... D'ailleurs, on dit les arts martiaux. Oui, tout à fait. Hein? Donc là, on rentre vraiment dans les super détails, dans les déplacements, dans tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, encore aujourd'hui, je regarde faire d'Uchikomi. Bon. Oui, c'est ce que tout le monde fait, quoi. Ouais. C'est juste, c'est correct, ça peut être efficace. Mais c'est ce que tout le monde fait. Après, il peut y avoir une autre manière de l'aborder, ou le nagekomi. Et ça, un petit truc qui fait qu'on répète pas comme les autres, tout à fait comme les autres, on fait un petit truc. Ça, faut le repérer à mon avis, chez les Japonais. Ah oui. Ouais. C'est un truc, eux, ils le font naturellement parce je sais même pas s'ils s'en rendent compte, même. Parce que depuis tout petit, ils apprennent comme ça. Oui. Hein, depuis jeune. C'est vrai. Mais je pense franchement que si on les observe bien, on fait un petit peu différemment le Chikun. Ah oui. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, faut bien observer et aller chercher le détail qui va faire la différence. Alors, souvent, on m'a posé des questions, parce qu'un temps, quand on avait des gros résultats, disons, significatifs par rapport à nos moyens. Hein. Bien sûr. Je dis pas qu'on était la CBB, le PSG, mais par rapport à nos moyens, tout le monde se posait, les gens se posaient des questions. Bien sûr. Alors, souvent, Coubertin me disait, oui, mais qu'est-ce que c'est un entraîneur de judo? Il y a des jeunes entraîneurs qui venaient vers moi, me disaient, mais qu'est-ce que c'est, comment vous faites? Qu'est-ce que c'est un entraîneur de judo? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir avec des moyens
des petits moyens, oui. Moyen du bord, comme on dit. Et je leur disais, je vais vous dire une chose. Un prof de judo, c'est un maquignon. En premier, c'est un maquignon. Il doit repérer, pas les mecs les plus forts, forcément les plus doués, mais ceux qui ont le mental, quoi. Ah, c'est ça. Qui ont le plus Le de mental, c'est ceux que tu sens qui aiment le plus et qui ont toujours envie de travailler, qui aiment, c'est ça? Il y a une année, on fait champion de France avec, donc il y avait Mouchard, il y avait, il y avait une belle équipe quand même, hein. Christophe Habert, il y avait vraiment des garçons d'un très bon niveau. Et en 66 kilos, on avait un mec qui avait un peu des problèmes de coordination, etc., etc. Qui était, en un mot, pas très doué, quoi. Ouais. Il avait quel âge? Ben, moi, je l'ai connu, il avait 9-10 ans. Oui. On me disait, bon, ben, lui, voilà, quoi, il est pas, Ouais, il fera le judo gentiment, quoi. Ouais. Puis moi, dans les escaliers, je l'avais repéré parce que, déjà, il venait 4 fois par semaine. Oui. Voilà, ça, donc je m'en fous si t'es pas doué. Tu viens 4 fois. Moi, l'important, c'est que tu viennes 4 fois par semaine. Puis, dans les escaliers, alors, il n'était pas exceptionnel cardiaquement, ça, mais il collait au cul des meilleurs. Tout le temps. Il avait de la volonté. Il les lâchait pas. Et puis, le jour où le meilleur, il était un peu grippé, il était pas envie de passer devant. Et ça les énervait. Ouais. Et je me suis dit, celui-là, bon, debout, on fera pas des miracles. Mais par contre, ensuite de boussole, je vais en faire un monstre. Parce que quand t'es pas doué, t'as pas le choix. Faut apprendre à pas prendre des ponts. Alors tu prends des Yuko, tu prends des Wasabi. Ouais. Mais faut user le mec. Et faut, à un moment donné, faut essayer d'avoir une ouverture au sol. Ah oui. Et en équipe au championnat de France, il tombe en demi-finale, qui était une finale, puisque contre le PSG, on gagne. Ah, oh. Et je tombe contre Philippe Taubin, C'est pas l'entraîneur du PSG en junior. Au PSG, on est tombé en finale contre le PSG. C'était Philippe, mon élève, l'entraîneur. Oh là là. C'est voilà une chose extraordinaire, quand même. Hein. Ah oui, dis donc. Ça On leur a mis 50-0. Et là, on s'est embrassés, on pleurait dans les... Oh, c'est dingue. Oh, c'est... Mais il y a que le sport où on vit des trucs pareils, quoi. Mais avant, il y avait le problème d'Orléans. Et là, ils avaient la grosse équipe, ils étaient champions de France, quoi. Et mon copain, je dirais pas face à qui, parce que je veux pas, parce qu'il a fait mieux, beaucoup mieux. Mais, j'ai dit, écoute, il est vraiment très bon. Il va se passer, le combat va se dérouler comme ça. J'ai dit, de toute façon, le combat, si tu perds, on a perdu. On perd 3-2. Et encore, c'était pas gagné pour les autres, hein, parce que Christophe, il rencontrait Caldoun, hein, qui 3 mois après fait champion d'enseignant. Hein. Attends, c'était pas de la rigolade, là, on plaisantait plus, là, c'était vraiment un super mec. Et je dis, bon, je dis, écoute, voilà, tu vas prendre des Coca, des Yuko, certainement un Wasabi, pas 2, tu prends pas une Coca. Et il va s'user sur toi, et à un moment donné, il va être un petit peu fatigué, puis il va se dire, bon, j'en ai plein le tableau. Je me repose un peu. Il reste 1 minute. Ouais, à gérer. Je gère. Ouais. Donc, le mien, il fait, alors j'ai dit là, tu enclenches. Il n'était pas question de le coincer en 5 coups, parce qu'il connaissait le truc qui bloquait. J'ai dit, dès qu'il tombe au sol, tu lui fais tête-jambe. Qui était donc pas trop connu des autres clubs, parce que tu l'avais inventé. Ouais. Totalement inconnu. Donc, on n'a pas le droit de prendre que la tête. Bah oui. On a le droit de prendre la tête et la jambe. Enfin, plus maintenant, ils ont encore réussi à supprimer. Alors, hop, il enclenche le genou, il verrouille sans un coup, il met un grand tournant et claque. Terminé. Alors, on gagne 3-2. Oh là là, quelle histoire, c'est dingue. Et en demi-finale, encore mieux. On est mené 2-0. Et c'était des équipes de 4 à l'époque. Ah oui. Il restait Caldoun et le Poilou. Et Christophe Imbel, il se tourne vers moi, il me dit, alors là, c'est la psychologie, c'est tout le travail qu'on a fait au niveau psychologique. Il tourne vers moi, me rencontrer donc dans Caldoun, c'est le combat qu'il a gagné contre Caldoun, combien haut. Ouais. Alors, il n'a pas gagné beaucoup.
Et parce qu'il ne connaît pas, c'était vraiment un mec exceptionnel. Et donc, il se tourne vers moi, il me dit, Jean, on peut pas te faire ça. C'est un truc de dingue, parce que je me suis dit, mais c'est dingue. J'y avais même pas pensé à un truc comme ça. Il me dit, on peut pas faire ça. On n'a pas le droit. Il le prend, 3 secondes. Ressort-toi, il prend. Oh là là. Toi, tu leur faisais travailler spécifiquement un peu le mental ou l'état d'esprit, ou c'était Non. juste au fil de l'eau, quoi? C'était Non. ta façon d'être. C'était un deal global, on faisait. Il n'y avait pas de préparation mentale Voilà. spécifique. Mais le mental, tu le travaillais parce que les entraînements étaient tellement Ouais. durs, Difficile. tellement difficiles. Comment tu faisais comme les entraînements étaient très durs, les élèves ils sont dans ton deal, donc tu sais qu'ils sont volontaires. J'imagine qu'il y a quand même des moments où ils ont envie d'arrêter, où ils en ont marre. Comment tu les engueulais, tu les boostais, tu Non. les valorisais, comment tu faisais Non. Bizarrement, beaucoup de gens croient que je râlais sur le tapis. Si je râlais en compétition. Avec Philippe, je me suis énervé avec Philippe. Il y a eu des fois où j'ai shooté les bouteilles d'eau, les Coubertin, tout a giglé et tout. Alors, bon. Non, le judo, c'est une activité extraordinaire. Tes mecs sont fatigués, qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Bah, une petite Ils pause. sont fatigués de la veille, qu'est-ce qu'ils font? Faut se récupérer. Non. Un autre type Ils font d'exercice. du sol. Ah, du sol. Ça, ils se blessent pas. Parce que fatigués, si tu refais debout, ils vont se blesser. Ok. Donc, ils font du sol. 3 heures de sol. Ouais, 3 heures. Ouais. Répétition. T'as jamais été confronté à certains qui disaient ouais j'en ai marre, c'est trop dur, ça c'est pas trop, ça a pas Ils été- rentrent à la maison. Ouais. Tu les forçais pas en fait. C'était un deal. C'est-à-dire que j'ai jamais connu ça parce que il y avait ceux qui faisaient du judo pour s'améliorer physiquement, pour leur plaisir Ouais. et pour leur éducation. Ouais. Puis il y avait ceux qui étaient dans le deal. Ouais, c'est ça. Ceux qui étaient dans le deal, ils trouvaient tout ça normal. Ouais. Depuis tout petit, ils avaient connu ça, de toute façon. Ils Ouais. n'avaient rien connu d'autre. Hein. Donc, à partir de là, c'était... C'était normal. Ouais. Et une dernière question sur le mental, c'est juste que du coup, ça a quand même dû arriver parfois que, malgré tout cet entraînement, il y a des défaites de certains gars. Comment tu gérais juste la défaite c'est-à-dire que tu observais en disant tout de suite, on va retravailler ça. Est-ce que c'était dur à relancer la machine ou? Alors là, je vais être franc parce que ils vont, si je dis des trucs comme ça, ils vont m'en vouloir. Il y a 450 kilomètres de rentrée, hein, Ah oui, dans le bus. il y a de quoi discuter. Non, on discutait pas, là. C'était silence. Ah non, ils se faisaient engueuler, hein. Ah oui. Alors là, pendant 450 bornes. Ah, tu les engueulais? Ah oui, là. Je les engueulais jamais sur le tapis. Même si tu trouvais qu'ils avaient donné le meilleur d'eux, ou c'est parce qu'ils avaient fait des conneries que tu les engueulais? Sur Non, le alors tapis donner le meilleur de soi, il y a pas de problème. Mais le problème du judo, c'est que t'as pas le temps de donner le meilleur de toi. C'est pas le tennis, hein. Le problème du judo, une fois que t'es vraiment prêt physiquement, t'as machin, le judo, tu peux perdre en un centième de Ouais, seconde. ça c'est vrai. Il y a pas 5-7, hein. Oui. Alors, là-dessus, c'est là-dessus qu'on se prend la tête. Tu fais forcément une couille. Une erreur. Ouais, donc Forcément. si tu perds, c'est que t'as fait une erreur. En un quart de, en 25, même moins d'un 25e de seconde, t'as fait l'erreur. Donc tu les engueulais. C'est pour ça que c'est un art, en fait. Et comment tu les Non. engueulais? Sur leurs erreurs? Oui, Ils ont sur pas leurs été attentifs. erreurs, sur leur mental, sur tout, sur leur mère, leur père. Tout y passait. Et le lendemain, du coup, Philippe, il a connu des moments, mais Oh. c'était horrible. Tout y passait. Et du coup, quand ils revenaient le lendemain, ils étaient motivés pour se remettre au boulot. Oui, alors là, les entraînements, c'était décuplé. Hein. C'était encore plus dur. Hein. C'était plus dur. En même temps, J'étais un peu fou quand même. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que je comprends, c'est ce que tu dis, parce que même si sur la surface de l'iceberg c'est dur, dans le fond c'est que tu crois en eux, parce que quand t'engueules quelqu'un, c'est que tu crois en ses capacités. Je veux dire, par rapport oui. à si tu lui dis bon bah écoute c'était bien, t'as fait de ton mieux. Ah, j'ai horreur de Tu ça. vois, c'est. Moi, j'ai jamais dit ça. Ah oui. Moi, alors bon, peut-être qu'il faut le faire. J'en sais rien. Je suis pas un grand pédagogue non plus, pas tout inventé, mais tu sais, Einstein disait les mathématiques c'est 5% de don, 95% de travail. De travail, ouais. Le judo, c'est pareil. Ouais. Ah, allez, on va dire 10% de dons pour faire plaisir à tout le monde, Ouais. et 90% de travail. Ouais. Et il faut travailler jeune. Il faut avoir le judo dans les gènes.
J'avais par exemple une équipe exceptionnelle en senior, une année. On a commencé par être champion de France senior par équipe, pas par être champion de France junior. Ah oui. Ouais. Donc, j'avais des garçons, j'avais tout jeune, les frères Gymnase, il y avait Michel Rochebeau, puis il y avait Patrice Lévy. Patrice Lévy, c'était un apport en loup. Un mec très intelligent déjà, exceptionnel. Ouais. Petit, 120 kilos de muscles, un mec exceptionnel et d'une intelligence. Et d'ailleurs, je crois qu'il a très très bien réussi dans ses affaires en Suisse à très haut niveau. Et donc, on faisait des championnats de France deuxième div. Parce que nous, on nous dit, ah, vous avez été champion de France senior que deuxième div. Bon, après, avec Franche-Comté Judo, on a fait plusieurs fois troisième, on a fait des Coupes d'Europe, mais on n'a pas fait premier. Parce que c'était pas possible, il y avait un tel recrutement, tellement d'argent. Mais, cette année-là, j'avais dit oui, on a fait champion de France senior. Vous avez vu qu'il y avait en face de nous? Bah, il y a un mec qui me dit, c'est deuxième div. J'ai dit non. C'était l'année où des équipes de 4 ont été créées. C'était les internationaux. Les mecs qui étaient dans les équipes de National 1 avaient le droit de tirer. Ah, donc les meilleurs, quoi. Bah, les meilleurs. Nous, on gagne en finale. Il y avait les Dios. Donc, on gagne contre, je sais plus où ils étaient, les Dios, d'ailleurs. Enfin, il y avait une équipe, c'était l'équipe de France en face de nous. Ouais. Les 4 qui étaient en face de nous, il y avait le champion de France poids léger, en 66 kilos, puisqu'il n'y avait pas les 60 en équipe. Ensuite, il y avait Sergio. Ensuite, il y avait ces mecs d'équipe de France. Et bon, voilà. On gagne 3-1. Ah ouais. Ouais, champion de France, deuxième div, mais c'est des fausses deuxième div. Parce qu'après, les deuxième div, c'était des vrais deuxième div. Ouais. Et ça, les gens ne le savent pas, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, j'avais un élève, les Gymnase, c'était les rois de la garde, ils s'endormaient sur le mec. Ah ouais. Tellement ils posaient leurs mains et... Ah, ah non, mais c'était impressionnant, hein. Le mec avait beau être champion, il avait beau être bon, il avait beau être tout ce que tu veux. Après la garde, c'était terminé. Ah ouais. Ils étaient là, gauchers, les deux. Tu trouves qu'aujourd'hui, quand tu regardes le judo, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent en disant oui, c'est que des batailles de garde. Tu en penses quoi, ça, quand tu regardes le judo d'aujourd'hui? Ah, le judo d'aujourd'hui, oui, quand on dit le judo d'aujourd'hui, ça me fait un peu rire d'ailleurs, parce que le problème de la garde, il s'est toujours posé. Hein. Par exemple, les Japonais, c'était des petits malins, parce que quand on va revenir aux années, des grands champions japonais, mais des années 60, donc les années Anton Gessing. Ouais. Donc, les Japonais, ils enseignaient le judo aux Européens, mais pas la garde. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'apprend pas dans les clubs. Alors, les Européens, ils avaient des boulons comme dans les dessins animés de Tex Avery, tu sais. Ouais. Ils avaient les yeux qui sortaient des machins. Alors, ils faisaient bien, machin, un truc. Quand ils prenaient un Japonais en compétition, c'était quoi ça, la garde? Ouais. Ils se faisaient bouger dans tous les sens. Parce que t'as des gardes au-dessus, puis t'as des gardes en dessous. Oui. Alors, c'est pareil, la garde en dessous, c'est tsing, 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 Ouais. tsing, tsing, Tu te fais tsing. bouger. Tu fais une connerie dans des déplacements obligatoires. Donc, à partir de là, j'ai bien compris le système, moi. Je me suis dit, oh là, attends, ils sont bien assez malins. On va quand même commencer par la garde, hein, ce que je t'ai dit, hein, la garde des déplacements, les prises, quoi. Ouais. Ça, j'ai toujours vu ça Oui, donc en fait, pour toi, ce qu'on voit aujourd'hui, on le voyait déjà avant. Enfin, il y avait toujours cette problématique. Enfin, non, puis c'est pareil, il faut voir qui on a en face de soi. Oui, c'est ça, la garde a toujours existé. Hein. Ouais, en face d'un binaire, on met pas des clampins. Ouais. Tout à fait. On n'est pas n'importe qui. En face dans les 100 kilos, c'est pareil. Dans toutes les catégories de poids, c'est quand même très compliqué. Ouais, tout à fait. Pour gagner, et puis en judo, on a vite perdu aussi, en étant très fort. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose de changé sous le soleil. Sinon, qu'on a interdit des prises. Alors ça, c'est du jamais vu. Moi, la Fédé de judo, il devrait vraiment se révolter beaucoup plus la con. Oui. Alors, ils ont inventé un nouveau truc maintenant au sol, c'est l'étirement des ischios. On n'a même plus... oui. Non, mais là, ça a été les ischios.
Ah oui. Non, mais à la limite, ça fait bobo, Ouais, faut ouais, arrêter, quoi. Faut plus faire ci, ouais. faut plus faire. Enfin, là, ils vont à l'encontre. À mon avis, ils vont détruire le judo, comme ça. Oui, c'est vrai que ça me supprime de Ah bah, plus ils en vont plus. détruire le judo. Ils vont, d'ailleurs, on voit le MMA qui prend de l'ampleur, on voit des autres disciplines qui prennent de l'ampleur, parce que t'as le droit de tout faire, quoi. Ouais, tout à fait. Hein, alors là, c'est un peu exagéré. Je suis pas non plus pour taper des mecs au sol ou Bien des trucs sûr. comme ça. Non, mais il faut que ce Le soit judo, riche, c'est quoi. pas ça. Mm. Le judo, il Faut que doit tu être puisses riche. t'exprimer. Ouais. Les gars, ils ont le droit de te contrer, ils ont le droit de faire tes gourmas, ils ont le droit de... C'est à toi de pas le prendre. Ouais, tout à fait. Ah si, à partir du moment où on te dit, ah bah attends, ouais, bah là, ouais, tes gourmas, bah ah oui, mais on l'a mis sur la tête, on va interdire tes gourmas. Bah oui, bah faut interdire Uchimata parce que le mec est tombé sur la Ouais, tête, faut interdire les sautémis parce que le mec est tombé sur la tête. Faut tout interdire en ce moment-là. ouais, tout à fait. Hein, le judo, c'est un sport de combat, c'est un sport un petit peu dangereux. Forcément. Alors justement, dis-moi, pour toi, c'est quoi un bon judoka, Ah, oula, cher Jean? oh, un bon judoka. Ouais, si quelqu'un te demande ça, tu dirais quoi? Oh là là, voilà, ça, c'est la question compliquée. Euh, C'est euh, c'est quelqu'un déjà c'est quelqu'un qui a un bon sensei. Ah, C'est quelqu'un qui pompe, qui cherche à comprendre l'activité et qui a du mental. C'est pas forcément un champion, hein. oui, oui, Un oui. bon judoka, on peut être très bon judoka sans être champion parce qu'on dans la vie on fait des tas de choses, le judo c'est bien beau, mais enfin si vous êtes un grand physicien judoka, d'ailleurs il y en a eu beaucoup. D'ailleurs tiens, au début du judo, c'est marrant la question parce que au début du judo, où est-ce qu'il a été créé le judo, qu'il a commencé à Paris? À Paris, tu veux dire? Oui. Le premier club Euh, de judo ouais, c'est pas, comment il s'appelle Feldenkrais, là. C'est lui qui a commencé, au non? Collège de France, Ah ouais. avec tous les grands scientifiques, Ah ouais. les plus grands, pas les... Ça a commencé là, le judo. Ouais. Comme pas, c'est bizarre, hein? Ouais. Et alors, un bon judoka, c'est quelqu'un qui réussit sa vie, qui grâce au judo a trouvé des systèmes, à se remettre en question, Mhm. qui réussit sa vie. C'est ça un bon judoka. Ah, super. On me disait, moi j'ai des très bons judokas qui étaient internationaux là, qui sont des grands chirurgiens aujourd'hui, Ah, c'est beau, ou des ouais. grands anesthésistes, plus qu'anesthésistes, ils gèrent dans des grands hôpitaux des anesthésistes. J'ai des judokas qui étaient à un très bon niveau, qui sont des mathématiciens, des ingénieurs de haut niveau, j'en ai plein. Super. J'en ai échoué aussi, hein, leur Ouais, vie, hein, ouais, pour gâcher leur ouais. vie. Bah, je comprends, je sais pas pourquoi, les influences mais, bah, tous ceux qui ont gâché leur vie, j'ai remarqué un truc, un coup, je me suis posé la question parce que ils étaient intelligents, ils avaient tout pour faire, hein. Ouais. Et ils avaient tous le même point, tous le même truc. Ils n'avaient pas de père. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça m'a marqué parce que moi, j'ai pas eu de père. Eh oui. Donc, en fait, en plus, j'avais un père multimillionnaire, non. Mais j'ai rencontré à la fin de sa vie, il est venu me voir. Mais j'ai jamais eu de guide, moi. Ouais. À part quand j'ai rencontré par hasard Pierre Albertini. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le concours d'entrée à l'INSEP, à l'époque, l'école de judo, qu'ils ont hélas supprimé. Ah oui, ça marchait, fallait pas la garder. Donc, ah ben oui, oui, non, mais c'est comme ça en France. Hein. C'est pas que le judo. Hein. En France, ce qui marche, on n'aime pas trop quand même. Alors, je me suis dit, à l'époque, j'étais à la Porte Noire, il y avait vraiment un très très bon niveau. C'était un petit club, il y avait 120 mètres carrés de tapis. Il y avait 2 douches, c'était un truc. Il y avait un mec qui avait fait 3 en France, qui était médecin, qui était biologiste au départ, médecin. C'était Berger, Daniel Berger. Pour moi, c'était le meilleur des gens en France. Il avait fait les Japon. Il avait fait 3-4 ans de champion. Oui, puis il s'entraînait. Et il était vraiment très très bon. C'était lui le prof. Puis nous, bah, en tant que on bossait à Besançon, on avait envie de progresser, on était dans ce club-là. Donc il y avait une petite bande, tu vois, Mm. dont c'était mère tout jeune, qui était là au milieu de nous. On se demandait des fois ce qu'il foutait là parce qu'il était jeune. Et Jean-Luc. Et dans ce club, il y avait un cyclard de très bon niveau qui faisait beaucoup de judo, qui était sur un tournoi, des pas champion, moi, gars. Alors les cyclards, ils ont un truc particulier. Si vous avez besoin d'une combine,
Vous allez voir les cyclas. Ah ouais? Ça, faut le savoir dans le monde du sport. Ouais. Ah ben les cyclas, à l'INSEP, nous, quand on avait besoin d'un truc qu'on trouvait pas, on allait voir un cyclade. Ah oui, ah oui. On voulait un char d'assaut, on allait voir un cyclade. On voulait n'importe quoi on allait voir les cyclades. Alors dans ce petit club là, qui était d'un très très bon niveau, qui était d'ailleurs le meilleur club régional, malgré sa petitesse, ça de Stapi. Et donc, il y avait un cyclade. Et c'est lui qui m'a dit, mais dis donc, parce que moi, bon, j'ai tout parti pour faire du judo pour mon plaisir, puis progresser dans les impôts. Et il me dit, toi, tu devrais faire le concours d'entrée à l'INSEP. J'ai dit, mais t'es cinglé? J'ai dit, mais ça va pas. Il me dit, si. Et j'ai dit, il y a rien, et à l'INSEP, il y a que les champions. Il dit, non, il y a une école de judo. Lui, il savait. Alors qu'il Qui est pas, il était pas concerné, pareil. Mais c'est un cycleur. Ils savent tout. Alors, il savait qu'il y avait une école de judo. Et il m'a dit, toi, tu peux, si tu te prépares. Il m'a amené toutes les épreuves. Ah, génial. Donc, j'étais bon 1500 mètres, j'étais bon, hélas. Vaut mieux que j'oublie parce que là, je vais me pendre, je vais déprimer. Non. Donc, si, je vais déprimer. Et puis, donc, parce que dans les épreuves annexes, c'était éliminatoire quand même. Ah oui. Et j'étais très mauvais en saut en hauteur. Je sautais quand j'étais en pleine forme, bien reposé à 1m50. Et à côté de moi, alors attendez, alors ça c'est quand même une anecdote marrante. Donc je suis allé m'inscrire à l'INSEP, j'ai fait le truc, je m'étais préparé pendant 1 an, et puis après j'ai eu la chance d'être pris. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc pendant le concours d'entrée à l'INSEP, j'étais devant un sautoir. À côté de moi, il y avait un mec qui sautait. Il sautait régulièrement 2,10 m. Pour le moral, c'est super. Hein, Et moi, j'avais la barre à 1,45 m. Le mec, il était là, il mettait ses marques, puis pouf, il sautait, allez hop, on entra là. 2 mètres, 2,5 m, 2,10 m. Boum, boum. Et là, bon, moi, j'ai fait une dépression, quoi. Je regardais, et puis, moi, j'étais offensif dessus. Je le m'élance pour mon 1,50 m, je fais tomber la barre. Et puis, on avait droit à 3 essais. Et le mec, il vient vers moi, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, parce qu'il se demandait ce que je faisais là, franchement. Bah oui. Un mec qui vient, lui, qui passe pas, qu'est-ce qu'il fout? Dans les sautoirs de haut niveau, quoi. Enfin, on était une quinzaine, matin. Alors, tu sais, il y avait des profs de gym qui passaient quand même à 70, à 80, quand même, ils étaient habitués, puis ils avaient le gabarit ils avaient le truc, quoi. Et puis, ils avaient travaillé ça, puis moi, j'y connaissais rien. Et puis, je m'étais pas assez entraîné non plus, j'avais rien compris. Et puis, j'avais pas peut-être la détente suffisante, enfin, je sais pas, j'avais pas le truc. Et puis, il me dit, j'ai dit, non, mais le problème, j'ai dit, c'est que je vais être éliminé. Parce qu'il y a une note éliminatoire. Ah, il me dit, attends, bouge pas. Je vais t'expliquer. Alors, il prend ses marques, il regarde, il me dit, montre-moi, tu cours jusqu'au truc, mais tu sautes pas. Donc, je cours, je prends mes élans déjà, il regarde bien, il met ses petits trucs rouges plantés dans le sol. Ouais. Il me dit, maintenant, écoute. Il me dit, tu sautes à peine trop loin de la barre. Donc, le dernier truc rouge que tu vois, déjà, les foulées, tu respectes. Puis, le dernier truc rouge que tu vois, tu sautes que quand t'es en appui. Voilà. Alors, j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute. La barre tremble, elle tombe. Ben, c'est plus qu'un essai. Il me dit, bon. Il me dit, alors, d'accord, elle est tombée, mais elle a tremblé. Il me dit, ce coup-là, il me dit, allez, tu fais un effort, tu prends une impulsion un petit peu plus haute, tu mets tout le paquet. Alors, mais 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 pas, je me rappelle, hein, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je me le paquet, je me déchire, je me tue, je me massacre. Et ça passe. Et je passe. Oh. Juste, hein, juste. Mais ça m'est resté. Parce que je me suis dit, c'est justement la question que tu posais tout à l'heure, quand tu disais, qu'est-ce que c'est pour toi un bon judoka ou pourquoi t'intègres dans une équipe de haut niveau un mec moyen? Parce que c'est un mec qui va faire comme moi dans le saut en hauteur.
Il va s'accrocher, on va le conseiller, il va se battre jusqu'au bout, il va essayer de faire pour le mieux. Ouais. Oh. Ah, ça va super. Et oui, c'est des choses qui te restent, ça, c'est Ouais, des choses qui, toi. Puis sans ça, j'aurais jamais rencontré tous les grands personnages que j'ai rencontrés. Ouais, heureusement que t'as pas été éliminé ce jour-là. Magnifique. Je serais peut-être inspecteur des impôts, un truc comme ça. Avec une bien meilleure paye, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je m'en fous. Mais parce ouais, que, t'as une vie quand même. Ouais. Bah, attends, j'ai vécu une histoire extraordinaire. J'ai eu, je sais pas, moi, des champions de France seniors, j'en ai eu moins une douzaine. Ouais, c'est impressionnant. Avec Franche-Comté Judo aussi, parce qu'on m'a confié après les meilleurs régionaux. Dans la il y avait les Pontissaliens, mais où il y avait des garçons des clubs régionaux qui étaient exceptionnels, mais qui étaient inconnus. Bataillon. Parata, champion de France senior en 73 kilos, fait vice-champion de France senior en 80 parce qu'il avait pris du muscle. Maxime Clément, il fait 2, il fait 3, il fait en 100 kilos champion de France senior. Et, et des cas comme ça, il y en a plein. J'ai des garçons qui rentraient du Japon aussi, qui étaient bons, mais qui parlaient japonais couramment, intellectuellement brillants. Mais qui se cassaient jamais. Ouais, c'est ça. Bon, ils sont tous classés, 2e, 3e, pas champion de France, mais pas loin. Ouais, super, super. Écoute, Jean, si tu veux bien, pour finir cette interview, j'aimerais encore te demander, si c'est possible, 4 conseils pour 4 publics différents. Ah. Alors, je te dis mes publics. D'abord, parce que c'est tous ceux qui vont écouter, qui regardent Secret Judoka, qui vont s'intéresser à tout ce que tu as raconté. D'accord. Parmi eux, il y a quand même pas mal qui sont, quand je dis adultes, c'est 15 ans et plus, hein. Ça peut être des jeunes. Qui ont commencé le judo adulte dans un club classique, qui sont même encore ceinture de couleur ou ceinture marron, et qui, qui ont vraiment envie de progresser, d'avancer. Toi, au niveau, est-ce que tu auras un conseil à leur donner, que ce soit dans le type de travail qu'ils peuvent mener ou dans un truc particulier, se concentrer? Bon, t'en as déjà parlé un peu, hein, la garde, les déplacements, mais pour un adulte qui n'a pas eu cette formation enfant, comme tu dis, un peu dans les gènes, si on a envie d'avoir quand même un niveau minimum pour se faire plaisir, tu vois, tu leur dirais de travailler particulièrement quoi ou comment? On va revenir au même problème. Ouais. Je vais leur apprendre avec mes éducatifs à s'appuyer sur l'adversal. Donc et puis à pas sortir la jambe, à rester la jambe toujours dedans. D'accord. Et puis après derrière, il y a Soumiga Chika dans la position. En plus, c'est assez marrant. Ouais. Et je vais leur apprendre ça et les déplacements, parce que l'important pour quelqu'un qui démarre judo comme ça en retard ou pour son plaisir ou parce qu'il est attiré par la discipline, c'est une chose super. Donc, il a le même problème que les mecs de haut niveau. Il va falloir qu'il s'appuie sur les mecs un peu moins forts que lui. D'accord. Enfin, moins forts, pareil que lui. Qu'il apprenne à s'appuyer dessus, qu'il apprenne à se déplacer, qu'il apprenne correctement à faire les prises, etc. Ah oui, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je vais y enseigner pareil. Mais du coup, ça, c'est bien ce que tu dis. Ça veut dire que c'est pour toi, parce que moi, j'entends les deux. C'est-à-dire que là, tu viens de dire, ça peut être intéressant de s'appuyer, ça faire endorer, par exemple, avec des gars pareils ou un peu moins forts. Mais des fois, on entend souvent, prends que des plus forts, ça te fera forcément progresser. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mixer les deux ou? Il faut mixer. Oui, de toute façon, il n'a pas le choix. Il rencontrera les deux. Hein. Il rencontrera des moins forts. Oui, mais par exemple, moi, je te donne mon cas. Dans mon club, j'ai des ados, en gros, 13-15 ans qui ont mon poids, mais qui sont ceinture bleue, tu vois. Donc, techniquement, c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Et après, j'ai les gars ceinture noire qui ont 20 ans, qui sont bien plus forts, qui s'adaptent, mais qui sont bien plus forts. Et du coup, soit je vais à droite, je me prends plein de tôles, mais je me dis que je progresse. Soit je vais à gauche et c'est un nagekomi en mouvement, tu vois. Alors, quelle proportion? Tu vois, est-ce que les deux sont intéressants? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur l'un? Je vais te dire un truc déjà. Tu peux t'entraîner avec plus fort. Déjà, si tu t'entraînes avec des gens qui ont le double physique que toi ou qui sont plus forts, tu progresseras pas. D'accord. C'est évident. Tu vas t'en prendre sans arrêt. C'est comme avec au tennis, qui fait du tennis même comme il faut, qui est un amateur, qui va s'entraîner avec un professionnel, il va regarder passer les services à droite, à gauche. Il va regarder. Ça peut durer 20 ans comme ça. Hein. Donc beaucoup plus fort, c'est pas utile. Ça sert pour l'humilité. D'accord. Parce que la base, parce que je m'intéresse beaucoup alors là, je vais encore t'étonner, mais je suis un passionné de philosophie, donc j'aime Platon, Socrate, etc., Épictète, tous ces gens-là. Je les aime beaucoup. Je lis beaucoup ces gens-là, parce que dans la vie,
à la base, les fondations de toute activité, quelle qu'elle soit, c'est la philosophie. Ouais. Si t'as pas de philosophie, tu travailles dans le vide. Ah oui. Et bien sûr, il faut la philosophie d'abord, aimer les autres. Et bien sûr, il faut être bienveillant parce que si tu détestes les autres, bah faut aller t'engager dans la Légion, hein. Faut les tuer, faut faire autre chose. Tiens, tu peux être bon, hein. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas mon truc. Et moi, j'aime les autres. Je les aime, que ce soit des petits, des grands, des femmes, Ouais. des mecs. J'aime les gens. J'aime le contact, j'aime les gens. Et ça, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et ce qui est important, à la base de toute activité, c'est l'humilité. Ouais. C'est D'ailleurs, quand on prend, tiens, je vais te poser, tiens, c'est moi qui ai posé une question pour une fois. Quel est le premier péché capital dans les religions? Voilà, il y en a Dans la religion 7. catholique. Il y en a 7. Il y en a 7 Le premier. premiers. Je sais pas, je les connais pas dans l'ordre, hein, Quel est le mais premier? l'avarice, la gourmandise. Oui, c'est pas le premier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Non, je sais pas le premier. L'orgueil. Ah, l'orgueil, c'est le premier. Ben oui. Parce que l'orgueil, en fait, il déclenche tous les autres défauts. Réfléchis. Quand t'es orgueilleux, pourquoi tu vas avoir plus d'argent que les autres? Ouais, c'est vrai. Donc t'es avare. Quand t'es orgueilleux, tu vois, Ouais, tu ouais. déclenches absolument tous les autres défauts. Donc, la première qualité pour quelqu'un qui veut avancer dans la vie, à mon avis, c'est l'humilité. Oui. Parce que si tu rencontres sans arrêt des gens meilleurs que toi, plus intelligents, plus instruits, etc., etc. Et à chaque fois, soit tu te dis, bon, bah, je vais faire un effort pour être un peu moins couillon, pour te dire, Ouais. ou tu les détestes. Ouais, c'est ça. Tu les détestes parce qu'ils sont meilleurs que toi. Ouais, ouais. Tu vois? Au lieu de chercher à comprendre pourquoi ils sont meilleurs que toi, eh ben, t'as de la haine contre eux. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est parce que t'es orgueilleux. Et ça déclenche tous les autres défauts. Et en tout cas, ça t'empêche de progresser. Regarde, on prend, par exemple, l'attitude de certains courants humains masculins avec les femmes, par exemple. C'est de l'orgueil. Pourquoi tu veux dominer ta femme? Ou les femmes? Pourquoi tu veux l'interdire ceci, cela? C'est de l'orgueil. Mais tu peux prendre tous les problèmes de société. C'est de l'orgueil. Ouais. La colonisation, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Coloniser les autres peuples qui avaient une autre Vouloir manière, le qui pouvoir. vivaient en tribu, qui vivaient d'une manière tribale, et puis qu'après on leur a mis des frontières. Ouais, tout à fait. Ils savent pas ce que c'est les frontières. Eux. Ouais. Ils vivent pas comme ça. Eh ben c'est de l'orgueil, la colonisation. En même temps, on les pille en passant. Voilà. Donc du coup, c'est bien d'aller un peu du côté des bien forts pour l'humilité. Voilà. Et Faut aller au-dessus de soi pour l'humilité. Puis après, faut se mettre au boulot avec des gens de ton niveau. Mais après, c'est pareil. Alors après, c'est le rôle du professeur, de l'enseignant. Comment travailler? Ah oui, c'est ça. Donc lui, il t'apporte le truc. Comment travailler? Ouais. Mais en tout cas, ça veut dire quand même qu'avant tout, la garde, comme tu as dit, savoir mettre son poids sans être tendu. Ah ben non, oui, ben alors, c'est vraiment ça à bosser. Tu reviens au judo là, parce qu'on avait un peu dévié, on était plus dans la philosophie. Ah oui. Donc oui, au judo, c'est se servir du partenaire pour s'appuyer dessus, hein, D'ailleurs, quand on s'appuie sur un partenaire, je te ferai remarquer un truc, je sais pas si t'as remarqué, toi, t'es plus léger au niveau des appuis sur le sol, et lui, il se déplace moins vite. Ah oui. Quand t'as quelqu'un de plus rapide que toi, si tu prends un garde normal sans t'appuyer dessus, il va être plus rapide que toi. Ah ouais, puis si tu t'appuies sur lui, il va être plus lent que toi. Ouais. Alors que t'es moins rapide que lui. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est déjà aussi un détail auquel j'ai pas pensé tout à l'heure. C'est vrai. Tu vois? Bon, super. Alors, un deuxième conseil, cette fois-ci, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont compétiteurs, et qui, du coup, n'ont pas forcément, mais même parfois, hein, j'ose le dire, certains même en pôle et tout, qui ont la structure ou pas de préparation, mais qui, en tout cas, ont ce souhait de faire des choses à côté par eux-mêmes, qui trouvent que ce qu'on leur apporte dans leur club ou même parfois en pôle, c'est pas forcément totalement complet. Ils ont envie de faire des choses pour, comme tu dis, un peu, peut-être pas travailler pendant que les autres dorment, mais ils ont un peu cette envie-là. Tu penses que du coup, sur quoi ils pourraient travailler en plus? À côté, personnellement. Si on a envie de gagner des combats, quoi. Alors,
un athlète qui se prépare à côté, c'est quand même bon signe parce que c'est un athlète qui réfléchit. Oui, voilà. Et ben, il y en a un, pas mal. Hein? Et c'est agréable, je trouve. Parce Il réfléchit. que, c'est-à-dire comme je dis, il réfléchit, puis il a l'envie, il a une certaine autonomie, il le fait pour lui-même, quoi. On tombe sur le fameux problème de la liberté de l'individu. Oui. C'est-à-dire que il veut bien une structure, il en a besoin, mais à côté, il réfléchit. Tu vois? Et c'est pas mauvais, à condition qu'il en parle. D'accord. Puis qu'il a un entraîneur qui soit, parce que lui, si en travaillant à côté, il devient supérieur au niveau de la prépa à son entraîneur, ce qui arrive, hein. Ouais. L'entraîneur ne pourra pas y apporter grand-chose de plus. Ouais. Mais autrement, oui, c'est quelqu'un qui réfléchit. Par exemple, tiens, je vais revenir à Einstein. L'espace-temps. Il séchait des cours, il traversait le lac de Genève sur le bateau. Il aimait bien se balader. Et en traversant le lac de Genève, il se dit, donc je vais à une certaine vitesse, mais si je marche sur le bateau en même temps que le bateau avance, je vais plus vite. Oui. Si je recule, je vais moins vite. Et là, autour de ça, il commence à travailler par lui-même. Il s'est mis à réfléchir, alors à se lancer dans des équations énormes, etc. Et je pense que c'est important chez l'être humain, ça, de réfléchir. Alors attends, je fais juste une petite pause parce que. Alors reprends à la barque. Donc tu dis que par lui-même, il comprend que s'il avance, ça avance plus vite. S'il recule sur la barque, il avance moins vite. Et donc à partir de là. À partir de là, il se pose des questions. Puis à partir de là, il cherche. Et en fait, le garçon qui s'entraîne à côté, qui fait des choses en plus, il cherche. Donc le conseil serait ça, ce serait d'être dans une démarche de recherche. Tu dirais pas, par exemple, surtout fais du Tandoko Renshu, surtout fais que des déplacements. Tu lui donnerais pas une consigne, tu lui dirais de chercher? Non. Quand on cherche, on pose des questions. Ah, c'est vrai ça. Ah, C'est pour ça que je pose autant de questions. Moi. Je passe ma vie à chercher. Oui, parce que celui qui cherche sans poser de questions, il trouve pas. Oui. Ah oui, on est curieux de se dire, mais comment ils sont arrivés là? Tu trouves pas. Bah oui. C'est-à-dire, tu peux trouver quelque chose, des trucs, mais bon, globalement, tu trouves moins. Parce que il faut aller chercher vers les autres des réponses à tes questions. Donc, si tu fais que de chercher, et d'ailleurs, tous les gens qui cherchent sont des professeurs de haut niveau dans certaines recherches. Hein. Donc, moi, j'ai une histoire avec mon fils Thomas Pourchet, qui était à haut niveau en cadet, quand qui avait fait 3-0 France, qui aurait dû être premier, d'ailleurs, bref, on va pas revenir sur cette demi-finale, mais qui était à Strasbourg, donc à un très bon niveau avec des très bons entraîneurs. Et dans un tournoi, un tournoi international à Andorre, il se retrouve tétraplégique. Alors, plus de jambes, plus de bras et plus d'expiration, c'est-à-dire mourant. Et heureusement, on le transfère à Toulouse, où on est tombé sur un chirurgien argentin. Et ce mec, j'ai pas beaucoup parlé, je connais pas, moi je bénis, quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, je dis, mais est-ce qu'il va pouvoir récupérer ses jambes? C'est vrai, il m'a dit, non, le problème, c'est pas là. C'est pas ça. Il m'a dit, le problème, ça va être son expiration. Déjà, pour commencer. Je dis, oui, mais alors on fait comment? Il me dit, l'expiration, ça va être vous. Je dis, de quoi? Il dit, oui, vous et votre femme, parce que j'ai pas assez de kiné. Donc, vous allez vous mettre à genoux sur votre fils, il va inspirer, vous allez pousser le diaphragme. Puis là, il avait un petit tuyau avec un bocal. Et puis, il crachait les glaires, qui aspirait les glaires, parce que pouvait s'étouffer. Donc, on poussait, les glaires passaient, ma femme balayait, etc. Toute la journée. Et pour pas le mettre dans un coma artificiel, pour qu'il puisse récupérer. Je vais essayer de faire court, parce que je veux pas parler de mon histoire personnelle. Bon, on l'a fait un peu bouger, verser un peu de sous, enfin, pas énormément, mais bon, bref. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait un doctorat, il cherche dans la neuroscience. Ah. À cause de son accident.
Parce Il a récupéré, hein. il s'est posé des Il a questions récupéré évidemment sa respiration. Il a récupéré intellectuellement. Il a récupéré. Il adorait le judo. Il était bon. Je pense il était peut-être pas le meilleur des meilleurs, mais il était dans les tout meilleurs cadets. Et il a commencé kiné comme par hasard pour rééduquer les gens qui étaient ouais, c'est ça. dans le temps. Et puis parce qu'il allait quand même au lycée avec un déambulateur, Ouais, hein. ouais. Et quand il avait un peu récupéré pendant un an, il en a bavé. Et en fait, maintenant, tout va bien. Hein, il a récupéré totalement. Et il s'est branché là-dessus. Ouais. Comme quoi dans la vie, bon, ça va très mal se passer. On a eu de la chance, hein, on a eu de tomber sur un homme exceptionnel comme ça, et puis aussi de faire qu'il a pu récupérer. Mais c'est un exemple comme ça. C'est pas pour parler de ma famille. Ouais, Bon, je comprends. je m'en fous, mais dans la vie, c'est bizarre. L'être humain, faut jamais juger les gens. Bon, après, s'ils font un truc qui va pas du tout dans la société, qui est catastrophique, on est bien obligé de les juger. Mais sur leur potentiel et sur leur manière d'aborder les disciplines, quelles qu'elles soient, faut jamais les juger. Ouais. L'être humain a un côté Ok. bizarre, étrange. Alors, Presque. L'être humain est un peu un extraterrestre. ouais, ouais. Tu vois? Rien n'est prévisible en tout cas. Ouais. C'est bizarre. Alors la toute dernière question, puis après on va arrêter parce que je crois que l'heure est arrivée. La toute dernière question, mais bon, franchement, t'en as beaucoup dit, donc moi j'ai déjà pas mal de réponses, mais je suis intéressée quand même. Si tu pouvais donner un conseil pour finir aux professeurs dans tous les clubs. Oh, c'est dur. C'est pas très humble, ça. Ah bah non, un conseil, c'est peut-être. Moi qui ai parlé de l'orgueil. Ouais, non, alors sinon je l'utilise. Ouais, pas. non, mais je comprends bien. Non, quelque chose qui te tient à cœur ou... Un conseil. Alors, un conseil, aimer ses élèves. Ouais. Moi, tu sais ce que j'allais penser suite à cette interview? Parce que une des choses que je retiens le plus fort, c'est dont tu viens de parler un peu, c'est le potentiel est toujours possible. Oui. Tu vois, ça m'a marqué. Tout est possible. Bah, ça faut pas enseigner, hein. Ouais. Si c'est impossible, on n'est pas. Si c'est vraiment impossible, c'est pas le même d'enseigner. Il y aurait pas d'enseignant. Hein. Non, mais c'est vrai que souvent, je pense qu'on peut quand même tomber dans le truc de voir les plus doués sur le coup, puis du coup, tu vois, de miser un peu, tu vois, d'être dans ce truc, bon, lui, il va jamais faire grand chose. Et en fait, toi, t'as fait l'inverse. Parce que tu repérais d'autres qualités, en fait. Tu vois la personne. Ouais. Dans J'avais pas le choix, hein. Ouais. Je vais pas non plus me mettre sur un piédestal. Quand tu es, attends, on part dans une ville de 20 000 habitants, un petit club sans argent. Ouais, mais t'as su repérer quand même les qualités de chacun là où elles étaient. Ouais. Au bout d'un mois. Ouais. Même pas. Ah, c'est top. Au bout d'un mois, quand ils étaient jeunes enfants, un Bruno Doué, par exemple, ou d'autres, hein, à sa tête, il avait pas de bras. Il avait rien, quoi. Ça lui ressemblait à rien. Il ressemblait à rien. Mais à rien, hein. Ouais. Et puis t'as su voir il était jamais au poids, il lui manquait 3 kilos pour faire le poids dans la catégorie. Il pouvait pas maigrir en dessous parce qu'il était déjà comme un chamaille, mais il lui manquait toujours du poids. Et je l'avais repéré, mais au bout de 2 séances. Ouais. J'ai dit, lui, ça va être un champion. Et quand je sortais avec lui, c'était marrant parce que quand tu le rencontrais au premier ou au deuxième tour, tu te frottais les mains. Quoi. Ah ouais. Quand tu le connaissais pas, tu le regardais. Tu te disais, bon lui, cool. Voilà un bon premier tour. Eh ben mon vieux. À chaque fois la surprise. Mais il perdait jamais. Il perdait jamais. Ah, ça c'est fou, hein. En équipe au championnat d'Europe, ils étaient deux. Il y avait Patrick Roux et lui qui pouvaient intercaler. Et à partir des demi-finales, je crois qu'il y avait un Polonais de haut niveau, je m'en rappelle plus très, mais quelqu'un de haut niveau. Ils ont mis Bruno. Et qui a gagné, ils ont mis Bruno, donc contre Sokolov, invaincu. Invaincu. Ouais. Il gagne 3-2, Sokolov, il le bat, Bruno, il le bat. Ouais. Moi, je savais qu'il allait le battre, parce que, Sokolov, c'était un mec, il était impressionnant, il était tranquille, quoi. Et les mecs s'excitaient. Et lui, hop, puis à un moment donné, sous Miguel Chiclet de bras, crac. C'est fini. Seulement les mecs, ils s'excitaient comme des malades pendant 2 minutes et demie. Après, ils pouvaient plus. Bruno, lui, il tenait 5 minutes.
Ouais, donc. À 100 à l'heure. À droite, à gauche, en avant, en arrière. Alors, je pense qu'il s'est dit, on va laisser passer l'orage. Mais l'orage, il dure 5 minutes. Ouais. Donc, Ouais. puis finalement, il a pris un coca, quoi. Parce qu'à Ouais, c'est l'époque, ça. il y avait encore les coca. Et je me suis régalé parce que moi, il a jamais perdu. Ouais, bravo. Hein. Non, mais Ouais. bon, il n'est pas allé au jeu parce que, voilà, pour d'autres raisons. Il était remplaçant. Il aurait, à mon avis, il aurait fait un podium, peut-être gagné, j'en sais rien. Mais enfin, il aurait été, de toute façon, sur les 3. Et puis, bon, il a fait champion de France senior à l'époque. Bah, c'était l'époque où il était champion de France junior, minime, cadet. Et il a fait champion de France minime, cadet, junior, senior. C'est quand même, Ouais, c'est incroyable. c'est un signe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, il a fait 3e au tournoi de Paris, mais, tu sais, tu fais 3e pratiquement, il aurait été premier, c'était pareil, tu vois. Il était, voilà, c'était un garçon spécial, particulier, très particulier. Il y en a eu d'autres comme lui, dans d'autres styles. Ouais. Mais je l'ai repéré au bout de, je sais pas moi, 15 jours, quoi. Quand il était petit, aux entraînements. Tu vois? Super. C'est quand je dis qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui aime ses élèves, mais qui a un maquignon. On va retenir ça, ouais. Ah ben, les maquignons, maquignon. tu vas sur les foires, tu sais, nous on est dans une région où il y a des maquignons. Et le beau-père de ma fille, il élevait des taureaux. Et un coup, on allait un peu comme ça, regarder. Puis le maquignon, il venait. Puis il disait, je suis la taureau. Il disait, ah, mais c'est le même que l'autre. Non, je veux celui-là. Non, c'est pas le même. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas le même. Ah, voilà, c'est comme ça, hein. Voilà. Super, Jean, vraiment. Puis je fais la bise à tous les entraîneurs, tous les Merci. enseignants de judo, Ouais. enseignantes, Ouais. enseignants, et tout pratiquant. Ah, parce que maintenant, je pratique moins, je suis en retraite, j'ai arrêté. Enfin, j'ai quand même enseigné jusqu'à 74 ans. Ouais. Et donc, c'est une passion. Et voilà, je leur fais tous la bise, et puis voilà. Ouais, c'est adorable. C'est top. Mille merci, Jean. Et puis à De très vite rien. sur Pontarlier. Ouais, merci. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.